défecateurs, on défecte sur les fakes. Bienvenue à toutes et tous sur un créneau complètement inhabituel sur la chaîne, puisque on est sorti là des créneaux du lundi soir ou du jeudi soir. Si vous venez sur la chaîne, vous savez que donc le lundi soir on fait du défake. Et le jeudi du rétro gaming. Et là, on a un rendez-vous exceptionnel aujourd'hui avec un invité que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, on va parler. Alors, ce sera évidemment disponible en replay. Donc, si vous êtes au boulot et que vous avez du mal à suivre, ne vous inquiétez pas, il y aura un replay et vous pourrez retrouver ça tranquillement en rentrant chez vous ce soir. Indispensable carburant matinal. Ah bah très bien, ok, c'est cool. Le vieux carton dit le prof depuis le boulot, que demander de plus? Exactement. Mais discrètement quand même. Je me posais une question, comment t'as trouvé tes masques? Là on en parlera plus tard. on fera un stream là-dessus. Alors je vous propose sans plus attendre d'accueillir notre invité, le docteur Serge Zaka. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, surtout, vous nous dites bien dans le chat si vous entendez correctement. Normalement, j'ai tout réglé au niveau des sons, là, ça devrait être bon. Mais n'hésitez pas à nous dire s'il y a un souci. Donc, Serge Zaka, vous êtes docteur en agrométéorologie. Oui, c'est ça. L'agrométéorologie, c'est la science qui étudie l'impact du climat sur l'agriculture et de l'agriculture sur le climat. Ok. Et je vois que vous avez un très beau chapeau. Et vous, un très beau masque. D'ailleurs, dans le chat, des gens le saluent. Serge avec son chapeau comme sur son Twitter, la classe, et bonjour à tous. Exactement, j'ai toujours mon chapeau sur moi. Eh bien, alors, pourquoi ce stream? Je vois passer régulièrement. Moi, je m'intéresse aux fakes, hein, bien sûr. C'est l'objet de la chaîne Defecator. Et c'est vrai que sur le sujet de la sécheresse, notamment, je vois régulièrement passer des gens qui... Alors, notamment, là, j'ai fait un tweet ce dimanche parce qu'il m'a semblé voir passer des choses un peu bizarres, des gens qui font dire à des cartes ce qu'elles ne disent pas. Et j'ai l'impression qu'il y a un climat... climato-sceptique, je dirais, qui fait que, notamment dès que ça parle de sécheresse, les gens se crispent et on voit passer des fausses informations. Or, j'ai remarqué que sur votre compte Twitter, vous, régulièrement, vous faites des réponses à des tweets faux en expliquant pourquoi c'est faux. Et donc, il me semblait que c'était intéressant de vous interviewer pour qu'on apprenne un petit peu quelques bases sur ce sujet qu'on maîtrise pas forcément tous. Voilà, il y a sans doute des choses à apprendre. Alors c'est vrai que sur Twitter notamment, et même plus généralement hein, sur les réseaux sociaux, on observe une recrudescence des comportements climato-sceptiques surtout depuis l'été dernier, depuis les 3 canicules. En fait, plus les faits sont évidents, plus les faits sont évidents dans l'air, plus les faits sont évidents dans le sol, plus les faits sont évidents dans les océans, plus les courbes sont évidentes. Même un élève de 6e pourrait constater un réchauffement. Plus le climato-scepticisme est important. On a l'impression en fait que plus c'est évident, plus ils perdent main et plus ils sont obligés d'inventer des choses grossières pour exister, parce que leur façon d'exister c'est en mentant. Donc maintenant qu'ils ne peuvent plus mentir sur le changement climatique, ils sont obligés d'inventer des choses et donc on tombe sur des tweets assez comiques parfois. Je pense qu'on en verra quelques-uns tout à l'heure. Alors, on va passer sur l'autre écran pour montrer que... Oui, alors bon, j'ai intitulé ça le chaud sujet de la sécheresse, puisque effectivement, ça donne lieu à des débats parfois un peu chauds. Donc là, on voit là notamment votre compte Twitter, Serge Zaka, donc que je conseille de suivre parce que, voilà, on y voit passer régulièrement des informations déjà. Et puis je crois que, alors peut-être vous allez pouvoir nous en dire plus sur l'agrométéorologie, mais c'est aussi une discipline qui aide à interpréter les indicateurs météo pour avoir notamment
des applications concrètes sur, je sais pas, les risques d'incendie ou sur l'agriculture en fait. Tout à fait. En fait, faut comprendre qu'il y a deux sciences. L'agrométéorologie, c'est l'impact de la météo sur l'agriculture. Par exemple, si je suis un abricotier, que mon abricot est en fleurs, quelles seront mes pertes de rendement s'il gèle, alors que mon abricot est en fleurs. Donc ça, c'est de l'agrométéo, c'est vraiment le court terme. Hein, c'est vraiment des actions terrain pour les agriculteurs, c'est de savoir ce qu'ils doivent faire. Orage de grêle, s'ils doivent irriguer, s'il y a un gel en cours. Ça, c'est vraiment le court terme. L'agroclimatologie, c'est plutôt ça qui pose problème en réalité sur Twitter. C'est le long terme. C'est-à-dire qu'on étudie l'impact du changement climatique sur cet abricotier que je disais, de voir si cet abricotier sera toujours là en 2050, en 2100, est-ce qu'on pourra toujours faire des abricots, quelle est l'évolution du nombre de jours de gel d'ici 2100 sur la floraison de l'abricotier, quelles seront les pertes de rendement, quelle est l'évolution des sécheresses sur cet abricotier qui est là dans la région, est-ce que ce sera toujours possible, est-ce qu'il faudra le remplacer par un pistachier, par un grenadier d'ici 2050, etc., etc. Donc c'est vraiment le long terme, et là c'est plus socio-politique comme décision, et en général quand ça concerne le socio-politique et la science, c'est là où ça pose problème sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un peu le... Alors, je vois que dans le chat, déjà, ça réagit. Chapeau demandé. Un seul des invités... La moitié des intervenants a un chapeau. Ok, donc je m'y attendais. Je m'y attendais pour tout dire. Je sais que vous l'attendiez. Donc voilà, je vais me mettre au diapason de l'invité. Et comme ça, on sera tous les deux avec un chapeau. Alors moi, ça passe un petit peu difficilement avec le casque, là, mais... Voilà, là, je pense qu'on est bien équipé. Ça me va très bien, ça me va très bien. Si le soleil ou la pluie arrive, on est pas... je vois aussi dans votre petite bio là que vous êtes administrateur de Infoclimat. Est-ce qu'on peut en parler? C'est un site? Oui, alors infoclimat.fr, c'est un site à but non lucratif, c'est l'association Infoclimat qui tient ce site. Moi je suis administrateur depuis, il me semble, 15 ans maintenant, je suis vice-président depuis récemment. En fait, l'objectif de ce site, c'est de diffuser les données météorologiques à tous, et c'est vachement intéressant dans le cas de débunkage, hein, comme vous faites sur les réseaux sociaux, comme je fais, c'est d'avoir accès à ces données météorologiques sur le plus long terme possible. Donc c'est l'objectif d'Infoclimat, mais c'est aussi de fédérer l'association des passionnés, c'est-à-dire qu'on est des passionnés de météorologie, on travaille gratuitement, on va dire, pour la météo, et l'objectif c'est de transmettre cette passion tout en transmettant de la data pour vérifier la plupart des faits sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller sur infoclimat.fr, c'est gratuit, toutes les rubriques sont gratuites, je ne vends rien du tout, c'est juste vraiment du partage en tant que passionné. D'accord, alors là justement je suis dessus. J'ai mis le lien dans le chat hein, pour ceux qui souhaiteraient s'y rendre. Donc effectivement, observation, précipitation, on peut superposer des cartes, oui apparemment, on peut faire beaucoup de choses quoi. La foudre aussi. Ouais. Voilà, là il y a les observations, on est vraiment très spécialisé en observation, il n'y a pas de foudre actuellement en France par exemple, et puis après si vous allez dans temps réel, qui est dans le menu tout en haut, le menu tout en haut à gauche là, c'est un peu caché par et vous cliquez sur la carte des températures par exemple, c'est la carte un peu, ouais c'est celle-là. Bah là vous avez par exemple le temps qu'il fait actuellement en France en direct, sur toutes les stations françaises et mondiales. Donc ça, ce sont des stations que l'association a installées en France, ou ce sont des passionnés qui ont ces stations, ou alors ce sont des stations de Météo France. Et quand vous cliquez sur une station, vous avez l'historique, les observations, parfois même jusqu'en 1889 pour les stations les plus anciennes. Et ça permet un petit peu d'observer ce changement climatique, mais en direct. Voilà, c'est ouvert à tous, on peut regarder. Et là, vous avez par exemple une station qui est assez récente chez un passionné de météorologie. Mais si on prend la station de Paris, on a les données depuis 1900. Et le changement climatique s'observe sur certaines stations, même sur la plupart des stations. Au Mont-Aigoual, par exemple, en hors effet urbain, on a ce changement climatique. À Paris, on l'a également. Donc voilà, on n'a pas forcément besoin de s'inventer des graphiques comme le font les climato-sceptiques pour se justifier d'un non-changement climatique. Il suffit d'aller sur Infoclimat et les données y sont. On peut le constater par soi-même en fait. D'accord, Voilà, et éventuellement, on peut même les exporter, on peut donc faire des graphiques soi-même ou...
Alors l'objectif de l'association, c'est de promouvoir l'open data. Donc les données sont exportables, sont analysables par des scientifiques, par des assureurs, par des particuliers, par des jardiniers, des agriculteurs, par tout le monde en fait. Il y a une rubrique Open Data sur le site, je me rappelle plus trop où est-ce que se situe parce que je l'utilise pas régulièrement. C'est exportable, sauf pour les stations de Météo France, puisque Météo France ne permet pas la diffusion en Open Data de la plupart de ces stations, malheureusement. Elles sont juste en visualisation sur le site. J'espère qu'un jour Météo France va réagir et permettre à tous les scientifiques du monde de pouvoir récupérer ces données-là pour pouvoir faire des analyses intéressantes, surtout dans un cadre de contexte de changement climatique. Je pense que ce serait extrêmement pertinent de se mettre à jour. Oui, tout à fait, ouais, c'est étonnant qu'effectivement il n'y ait pas ce partage par Météo France. D'accord, et donc là, effectivement, on voit toutes les données qui sont relevées par une station météo, donc température, pluie, vent, humidité, pression, C'est etc. ça. C'est ça. D'accord. Il y a plein d'autres choses. Il y a aussi la rubrique photo live dans les observations. C'est les gens qui peuvent envoyer leurs photos. Là, on a quelques exemples de photos. Je pense que c'est pour montrer le nuage de fumée qui vient du Canada. Là, Ah le oui, ciel est très laiteux. Donc c'est pour montrer qu'il y a de la fumée dans l'air. Les couchers de soleil aussi, c'est pour montrer qu'il y a de la fumée dans l'air. On le voit pas forcément quand on ne le sait pas, mais le ciel est très laiteux, c'est qu'il y a un nuage qui nous passe au-dessus, qui vient des feux de forêt du Canada. Donc voilà, après il y a pas mal de choses. Il y a de la pédagogie pour les élèves. On a beaucoup de partenariats avec les écoles, de la climatologie, de la prévision. Voilà, après il faut être un petit peu... il faut être un petit peu curieux et aller voir sur le site et regarder un petit peu toutes les rubriques. Ça fait 20 ans qu'il existe et il y a beaucoup de passionnés qui participent en direct sur le site. C'est vachement intéressant. Et d'ailleurs, on est présent sur Twitter également. d'accord. Voilà. De partager l'information la plus fiable possible. Et voilà, c'est un peu notre objectif, hein. Alors, on n'est pas frontalement sur les climato-sceptiques, parce que ça nous demanderait beaucoup de temps. Moi, je le fais déjà sur mon compte. On n'est pas frontalement, parce que vu qu'on est une association de passionnés et bénévoles, si on commençait à attaquer tous les climato-sceptiques, je peux vous dire que ça nous prendrait des heures par jour. Moi, je le fais sur mon Twitter personnellement. D'accord. Et alors, outre ces données, donc, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais il y a aussi d'autres réseaux de données, notamment sur les nappes phréatiques. Il y a le BRGM qui publie. Alors, on peut en parler aussi, hein. Donc ça, c'est plutôt un réseau national. Ouais. Ça, c'est un réseau officiel. Un réseau officiel. Alors malheureusement sur le BRGM on n'a pas de cartographie en direct des nappes phréatiques. Par contre il y a un rapport qui est émis à peu près tous les 15 du mois qui permet de faire l'état des nappes phréatiques en France. Et c'est le rapport officiel. C'est ce rapport-là sur lequel il faut se référer lorsque vous voyez des climato-sceptiques ou des personnes peu scrupuleuses parler des nappes phréatiques sans se référer à ce rapport, c'est qu'elles n'ont rien compris. Et dans ce rapport-là, d'ailleurs, on peut voir que 66% des nappes phréatiques sont sous la norme en mai. Avant, c'était 68, avant, c'était 72. Et on reste dans les records les plus hauts de nappes phréatiques sous les normes pour cette période de l'année, sachant qu'en général, la situation se dégrade très largement en été. Alors tout à fait, ça c'est, j'ai vu passer d'ailleurs un tweet auquel j'ai réagi moi dimanche, parce que j'ai vu des gens partager des cartes en disant voilà, la situation est carrément normale. Or, les gens partageaient juste la carte, mais quand on va voir effectivement sur le communiqué du BRGM, donc comme vous l'avez dit, hein, il y a apparemment un communiqué par mois, et là celui qui donne la situation des nappes au 1er juin est paru le 14 juin, et effectivement dans le communiqué il est bien dit que 66% des niveaux des nappes restent sous les normales mensuelles en mai, donc on n'est pas dans une situation carrément normale, comme le disait le tweet que j'avais relevé. Donc voilà, c'est l'intérêt d'aller se reporter à la source pour aller vérifier ce qui est réellement dit par le BRGM et ne pas se contenter d'une interprétation qui est donnée. C'est ça, c'est ça. Ce qui est assez incroyable, c'est que les climato-sceptiques se réfèrent à cette source officielle, parce que c'est la seule source officielle que nous avons en France, mais ils montrent la carte en montrant que la situation va bien, alors qu'en réalité, dans le texte, il est écrit complètement l'inverse. C'est ça qui est assez incroyable, c'est de prendre une carte et de la faire à sa sauce.
Il y a un rapport qui est généralement diffusé avec des cartographies, et je trouve ça assez incroyable qu'on est capable de dire l'inverse de ce que dit le rapport, alors qu'il y a plusieurs dizaines de personnes, voire même une centaine, qui travaillent sur ces données-là, et qu'un mec sur Twitter s'amuse à dire l'inverse juste parce que ça lui fait plaisir. Ouais, non, c'est fou. C'est vraiment, c'est très trompeur parce que ça donne l'impression que c'est sourcé. On se dit il y a des cartes, c'est sérieux, et en plus il affiche le logo BRGM sur la carte, donc on se dit ok, c'est vraiment des données. Et en fait, c'est là, voilà, faut vraiment aller vérifier parce que sinon, effectivement, les données sont travesties, je dirais. Exactement. Avant même de regarder les sources, le premier conseil que je donne aux personnes, c'est de suivre les bonnes personnes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si une personne parle d'agroclimatologie, il faut qu'elle soit agroclimatologue. Si une personne parle de climatologie, il faut qu'elle soit climatologue. Si une personne parle des nappes phréatiques, il faut qu'elle soit hydrogéologue. C'est juste du bon sens, en fait. Si vous voyez sur un profil Twitter qu'une personne parle d'hydrogéologie ou d'agroclimatologie et que vous cliquez dessus et qu'il parle de patriotisme et des Russes et des vaccins en même temps, là, on peut se poser des questions, et en général, ce filtre-là est extrêmement fiable quand on voit qu'une personne parle de plusieurs sujets à la fois. C'est qu'elle ne maîtrise aucun des sujets et que c'est un beau parleur. Voilà, déjà premier point, suivez les bonnes personnes sur les réseaux sociaux. Vous avez du Christophe Cassou, vous avez du Valérie Masson-Delmotte, vous avez de nombreux salariés de Météo France. Pour l'agroclimatologie, vous pouvez me suivre. Pour le climat, plus ceux de Météo France ou ceux du GIEC, mais évitez de suivre des comptes qui parlent de tout et rien. Alors, tout à fait. J'ai vu qu'une personne disait que si on se renseigne sur Twitter, ça commence mal. Je tiens à préciser que la plupart des jeunes en dessous des 20 ans, leur première source d'information, ce sont les réseaux sociaux. Hein. Il n'y a pas que Twitter, il y a TikTok, il y a Facebook, il y a plein de trucs. Et c'est pour ça qu'investir les réseaux sociaux avec de la bonne information scientifique, ça devient très important pour apprendre des choses aux catégories les plus jeunes. Voilà, c'est important. Mais après, effectivement, il existe des sites, bah là on en a parlé, on en reparlera peut-être tout à l'heure, il y a donc des sites aussi voilà, sur lesquels aller chercher l'information factuelle et les données, quoi. C'est ça. Il y a les données, après il faut juste faire l'effort de cliquer sur un lien et de fouiller un peu sur le site, ce que fait pas forcément toutes les personnes. Voilà, ça c'est aussi c'est souvent le message. Moi, dans tous les domaines, en fait, donc moi je suis spécialiste d'aucun domaine, hein, mais je reçois des gens sur la chaîne pour parler de leur domaine, et à chaque fois on en revient toujours à la même base, c'est-à-dire qu'il faut remonter à la source et se méfier des intermédiaires qui peuvent orienter les faits et leur donner une interprétation, quoi. C'est toujours pareil. Exactement. En général, les bons scientifiques donnent toujours leur source. Si vous allez par exemple sur mon profil, il y a toujours un logo à côté de l'image, il y a toujours une source, il y a toujours dans les commentaires un lien vers les datas qui m'ont permis de faire le graphique. Ça montre la pertinence qu'on a bien cherché les données, qu'on n'a pas juste repris une image, repris un texte d'un compte climato-sceptique en Amérique et que on le publie en France comme si de rien n'était, sans analyse derrière. Alors, on va peut-être regarder quelques exemples et puis voir ce qu'on peut en dire. Voilà, et de quoi c'est caractéristique. Alors par exemple, ici, on a, c'est un exemple hein, d'une parution sur un réseau social célèbre. Donc où on nous disait, alors c'est le 11 mai 2023, les ayatollahs du climat nous ont promis des canicules jamais vues depuis des décennies en ce mois de mai. Résultat, les températures sont en dessous des moyennes de la saison. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est volontairement provoquant, et bien sûr, le discours derrière est de dire... bon, les ayatollahs du climat, enfin, on voit déjà que y a un fort scepticisme. Ouais. Après, voilà, déjà, lorsqu'on voit passer un tweet comme ça, je crois que vous y aviez répondu plus ou moins indirectement par la suite. Alors là, c'est vachement simple à répondre. Déjà, quand vous voyez des orientations comme ayatollah du climat, vous pouvez vous dire que cette personne n'est pas neutre, elle n'est pas scientifique. Ensuite, il n'y a aucun chiffre, il n'y a aucun graphique, aucune carte. Donc, en gros, la personne donne son avis. Et pour débunker cette affirmation, en plus, il y a 208 000 vues, enfin, c'est énorme. Pour débunker cette affirmation, il suffit juste de regarder les températures sur Infoclimat qu'il a fait au mois de mai. En réalité, le mois de mai a été dans les normes.
On n'a pas eu d'excès, on n'a pas eu de déficit. On a vu beaucoup de fois passer qu'il faisait froid, qu'il pleuvait tout le temps. Effectivement, il a beaucoup plu début mai. Ça s'est calmé par la suite. Le mois de mai a été en dessous des normes au niveau des précipitations de 21%, et il est dans les normes à peu près au niveau des températures. En tout cas, il n'a pas fait aussi froid qu'on pourrait lire sur les réseaux sociaux. Et je tiens à préciser que ça fait à peu près 17 ou 18 mois d'affilée, ce qui est le record en France, qu'on est au-dessus ou sur la norme pour le mois de mai. Mai 2023, mais ça fait 18 mois d'affilée qu'on est au-dessus des normes. Donc je ne vois pas comment on peut affirmer que les températures sont en dessous de saison. Cette personne ne l'a même pas vérifié. Hein. Et il n'a jamais été dit qu'il y aurait des canicules au mois de mai. En général, la période des canicules commence à partir de mi-juin. Je n'ai vu aucun climatologue parler de canicule en mai. Il y a une définition très spécifique pour la canicule au niveau des températures. Donc en fait, tout est faux dans ce tweet. Et pour le vérifier, il suffit d'aller voir l'indicateur thermique national sur Infoclimat pour voir que en fait, on n'était pas forcément en dessous des normes au mois de mai. Alors en outre, là, ce qu'on voit, c'est que vous, ce tweet-là, il datait du 11 mai, ce tweet qu'on a vu, et il faisait déjà effectivement Enfin, c'est vrai que quand on est au 11 mai, on est qu'au tiers du mois de mai, quoi. Donc vous avez attendu la fin mai, et donc effectivement, une fois qu'on est à la fin mai, on peut déjà commencer à dire plus de choses sur le mois de mai que quand le mois commence, quoi. Pardon, je remarque que je me suis trompé, c'est le mois d'avril qui est dans les normes, et le mois de mai était largement au-dessus des normes. Voilà, on est autour des plus 1 degré ici. Mais ceci dit, ça ne change rien au propos. On voit bien qu'il n'a pas fait en dessous des normes au mois de mai, comme pouvait l'affirmer cette personne-là. Et ces graphiques-là sont visualisables sur Infoclimat dans la partie notamment indicateur thermique national. Voilà, il suffit juste vraiment de savoir où sont les bonnes sources. Et puis vous-même, vous pourrez débunker ces personnes-là en leur montrant qu'elles ont tort. C'est parce qu'il y a eu une matinée avec de la pluie et 5 degrés il a fait froid tout le mois de mai. Oui, voilà, il y a vraiment Enfin, de la même manière qu'il y a une différence entre la météo et le climat qui est sur une question d'échelle, c'est vrai que là, on peut pas se faire un avis sur un mois complet à partir de 3 jours, où on peut pas dire que parce qu'il a plu, les nappes sont 2 jours, les nappes sont rechargées. Enfin, ça c'est vraiment c'est assez caractéristique. C'est juste du bon sens. En fait, c'est souvent ce que pratiquent les climato-sceptiques. Alors moi je dis climato-sceptique. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui utilisent climato-négationniste, mais je trouve que ça a trop une connotation historique négationniste. Donc en fait, je vais dire climato-sceptique, après on peut utiliser d'autres termes. En fait, ils aiment bien jouer un petit peu sur les sentiments du jour même, du présent, par exemple s'il fait froid, s'il pleut, pour généraliser à l'ensemble de l'année. Et ça s'appelle du cherry picking. Du cherry picking, c'est-à-dire je sélectionne uniquement une partie des données ou une partie de l'observation qui va dans mon sens et je la généralise tout en masquant le reste. C'est par exemple, le mois de mai, on va sélectionner une semaine où il a fait en dessous des normes. Par contre, on va oublier les 4 autres semaines où il a fait au-dessus, ce qui fait que la moyenne est au-dessus. C'est exactement ça ce que pratiquent les climato-sceptiques, c'est de sortir dès qu'il y a une journée sous les normes. Tous les climato-sceptiques sont sortis. Alors que là, ça fait à peu près 40 jours qu'on est au-dessus des normes, on les entend beaucoup moins. Mais dès qu'on va repasser sous les normes un jour, on les entendra, vous verrez. Tout à fait. Alors, je note au passage qu'il y a bien sûr du jeu de mots de qualité dans le chat. Wamfia qui dit « J'ai toujours dit à ma belle-sœur que c'était une fausse sceptique ». J'ai honte. Et effectivement, on constate surtout derrière qu'il y a... là, j'en parlais moi sur le tweet auquel j'ai répondu dimanche. On s'aperçoit qu'il y a... c'était celui-là, là. Il y a beaucoup de likes, d'adhésions, plus, je dirais, communautaires, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je vois quelqu'un qui publie quelque chose qui va dans mon sens, je like, et je ne vérifie pas. Et c'est comme ça que, par exemple, le tweet là dont je parlais dimanche se retrouve avec 942 j'aime, 579 retweets, donc c'est beaucoup quand même, de gens qui, en fait, ont simplement liké parce que le discours leur plaisait, mais sans aller vérifier, auquel cas ils se seraient rendu compte que le tweet dit l'inverse de ce que dit la carte du BRGM, qui est pourtant utilisée comme source. C'est vrai que c'est vraiment... c'est une démarche...
qui est purement qui reste à la surface quoi, du discours en fait. C'est ça, en fait, c'est vraiment du like rapide, on va dire, sur ces comptes-là. D'ailleurs, quand on voit la proportion de nombre de comptes qui ont vu là, par exemple, on est sur 31 000 vues sur ce tweet-là, et on est déjà à peu près 600 retweets. Ouais. 31 000 vues pour 600 retweets, ça veut dire que soit il y a des robots, parce que 31 000 pour 600 retweets, c'est énorme le ratio. En réalité, pour avoir 600 revues, moi je suis plutôt à 800 000 vues. Oui, C'est oui. qu'en fait, c'est vraiment des bulles sectaires qui se retweetent entre elles, mais Ouais, c'est ça. qui vérifient aucune information. Donc on touche très peu de comptes, mais vu que ces personnes-là sont complètement fans des comptes climato-sceptiques, ils vont retweeter sans vérifier. Donc on se retrouve avec un taux de retweet énorme par rapport au nombre de vues. Et d'ailleurs, c'est un très bel indicateur aussi d'un effet sectaire quand on se retrouve avec un ratio aussi important, voilà, entre le nombre de vues et le nombre de likes. Ça montre qu'il y a un problème en général. Ouais, ouais, non, tout à fait, hein. C'est vrai que moi je suis toujours assez sidéré de voir ces ratios-là. Ouais. C'est ça. Alors, un autre peut-être qui parle cette fois-ci de la pluie. Alors là, on se situait fin avril. Bon. Euh, Climatisme, il pleut partout toute la journée, même dans le sud, il neige sur les Alpes, plus les Pyrénées. Malgré un mois de mars très pluvieux, plus avril, les médias osent parler de sécheresse et de réchauffement tous les jours. Propagande, terrorisme, etc. Alors, est-ce que là, voilà, effectivement, lorsqu'il pleut, est-ce que ça règle pas tout de suite le problème de la sécheresse? Et pourquoi? Alors, en fait, c'est que là, par exemple, les climato-sceptiques, ils jouent sur deux définitions. Et le grand public ne connaît pas ces définitions. Donc, il y a la sécheresse agricole, donc c'est la sécheresse sur les 2 premiers mètres. C'est la sécheresse qui concerne les plantes, les écosystèmes, les arbres, etc., etc., les animaux, les insectes dans le sol. C'est les 2 premiers mètres. C'est la sécheresse agricole. Après, il y a la sécheresse des nappes phréatiques. C'est beaucoup plus bas. Ça peut descendre jusqu'à plusieurs centaines de mètres en profondeur. Donc là, c'est l'eau des profondeurs. C'est l'eau qui nous est utile pour le pompage, pour l'irrigation, pour boire, hein, pour l'eau potable. Et c'est l'eau la plus importante en réalité. C'est celle qui se situe en profondeur. C'est celle qui met le plus de temps à se régénérer et qui met le plus de temps à diminuer également. C'est vraiment l'intégration de la dernière année. Ça met du temps à réagir, l'eau en profondeur, sauf pour les nappes superficielles, mais c'est une exception. L'eau, donc pour la sécheresse agricole, les 2 premiers mètres, ça réagit très vite à la pluie. Dès qu'il se met et remet à pleuvoir, au bout de quelques semaines, en général, on remonte sur des niveaux satisfaisants, parce que c'est en surface. Et là, en fait, il joue sur cette différence de notion entre la sécheresse agricole et la sécheresse des nappes phréatiques. C'est pas parce qu'on a une flaque d'eau dans le jardin, dont il a plu ces derniers jours, que la sécheresse des nappes phréatiques s'est arrêtée. Et la problématique qu'on a actuellement en France, c'est effectivement la sécheresse des nappes phréatiques. C'est pas la sécheresse forcément de surface. Et donc il a plu en avril, il a plu début mai. Après mi-mai, on est passé sur un autre régime, il a beaucoup moins plu. Mais en tout cas, en avril, en mai, il a plu. Ceci dit, l'eau n'est pas allée dans les nappes phréatiques. Pourquoi? Parce que les racines des végétaux l'ont captée avant. La saison de recharge des nappes phréatiques se fait quand les végétaux n'ont pas de feuilles, quand les végétaux ne sont pas en croissance. En avril et en mai, ils sont en croissance. Donc 80% de l'eau qui tombe du ciel est captée par les végétaux avant qu'elle descende aux nappes phréatiques. Donc ça n'a résolu aucun problème sur les nappes phréatiques. Entre février et mai, on est passé de 72% en déficit à 66% en déficit pour les nappes phréatiques alors qu'il est tombé des centaines de millimètres. On a juste gagné 6%. Sur les sols agricoles, ça a été autre chose. On a eu une très belle embellie avec des récoltes qui pourraient être très intéressantes, sauf localement dans le nord de la France. Pour l'instant, on est encore assez bas. Mais c'est cette différence de notion que les climato-sceptiques jouent dessus, puisque le grand public ne connaît pas ces différences. Ils ne sont pas hydrogéologues, ils ne sont pas climatologues. Comme moi, je ne suis pas mécanicien, comme moi, je ne suis pas électricien, comme je ne suis pas sportif, etc. Chacun a son travail. Il y a des notions que je ne connais pas dans les autres métiers. C'est normal que je peux me faire avoir sur certaines définitions. Et donc, c'est exactement sur ça que jouait ce compte-là, c'est de jouer sur les définitions pour faire passer un message qui est complètement contraire en réalité à ce qui se passe sur le terrain.
Mais alors ça veut dire que donc ce que vous dites, c'est que quand il pleut finalement au printemps, il y a donc la végétation est en pleine croissance et donc elle capte l'eau. Donc pour recharger les nappes, c'est plutôt les précipitations d'hiver en fait qui seraient plus efficaces quoi. C'est ça. En fait, les précipitations d'hiver, déjà, elles sont plus régulières et continues, on va dire, alors que les précipitations printanières et estivales sont plutôt orageuses, elles tombent d'un coup. Donc ces plus régulières et continues vont venir hydrater en profondeur les sols agricoles. Et vu qu'il n'y a pas de végétaux ou très peu de végétaux qui ne sont pas en dormance hivernale, donc qui sont réveillés, qui poussent, cette, cette eau, au lieu d'être captée par les racines, va continuer à s'écouler jusqu'aux nappes phréatiques. Elle va atteindre les nappes phréatiques et elle va remplir les nappes phréatiques. C'est ce qu'on appelle la saison de recharge. La saison de recharge, elle est variable suivant les années. En gros, c'est quand les arbres perdent leurs feuilles et quand les arbres, entre le moment où les arbres perdent leurs feuilles ou le moment où les feuilles repoussent. Ça dure en général 4-5 mois. C'est la période hivernale en général. À partir du moment où les arbres ont leurs feuilles, on ne retrouve plus, enfin, une très grosse partie de cette eau qui tombe du ciel est récupérée par les végétaux. Et en plus, en été, c'est souvent des orages qui apportent de l'eau. Et ces orages, l'eau tombe en très grosse quantité d'un coup. Et en fait, une très grosse partie de l'eau ruisselle et ne va pas rentrer même dans le sol. Elle va directement aller dans les rivières et dans les cours d'eau. Donc voilà, il faut juste comprendre cette différence. Et à partir de ce moment-là, quand on voit un orage dans le jardin et qu'il y a une flaque d'eau ou une inondation locale à cause d'un effet urbain, on ne peut pas se dire que les nappes phréatiques sont complètement pleines. En trois fractions de seconde, toute l'eau est descendue aux nappes et c'est réglé. Et c'est extrêmement problématique, en fait, ces posts sur les réseaux sociaux des climato-sceptiques, puisque le grand public ne connaissant pas la différence, Mm. et ben, il va par exemple laver sa voiture, remplir sa piscine, irriguer certains pots de fleurs, etc., etc. Alors qu'en se disant c'est bon, il pleut, la sécheresse est terminée. Non, pour sortir d'une sécheresse des nappes phréatiques, il faut plusieurs mois. Et donc l'eau qu'il va utiliser pour remplir sa piscine va venir des nappes phréatiques. Et c'est pas l'eau qui vient de tomber du ciel, c'est pas l'eau de surface en réalité. Donc en fait, c'est pas le même pool de réserve d'eau. Et en fait, on va taper dans une réserve d'eau qui est très basse pour remplir la piscine. C'est pour ça que c'est très dangereux, ces discours qui sont pas scientifiques. C'est extrêmement dangereux parce que ça peut mener à de mauvaises décisions, mais même sans s'en rendre compte en fait. Alors là-dessus, effectivement, ça veut dire que le problème. Attendez, je voulais retrouver les communiqués sur les nappes d'eau. Effectivement, ça date d'un moment. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, si on reprend par exemple au 1er avril, là, on avait une situation, la situation des nappes au 1er avril, qui donc voilà, il n'y avait pas eu déjà ces recharges en hiver, et donc ça veut dire que dès le mois d'avril, on pouvait déjà pressentir que, du coup, les recharges ne se faisant pas au printemps, qu'il y aurait déjà des problèmes pour l'été, quoi. Alors, il y a eu quelques recherches sur les nappes les plus superficielles, celles qui sont plus proches du sol, comme en Bretagne, comme dans le nord-est de la France, et comme en Vendée aussi, et dans les pays de la Loire. Mais en réalité, quand on regarde le chiffre de nappes phréatiques sous les normes, il est extrêmement bas, 66% sous les normes, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, dans les rapports du BRGM, il y a la comparaison sur les derniers mois. Et en fait, on voit que la situation en profondeur empire. Elle est même pire que celle de l'an dernier. Et heureusement qu'il y a un peu d'eau en surface, quelques averses qui traînent par-ci ou là, ou quelques orages, puisque sinon l'irrigation devrait être importante et les nappes phréatiques ne pourraient pas soutenir cette irrigation. Donc voilà, là on voit qu'il y a plus de bleu qui est apparu dans les zones de nappes superficielles, mais en réalité une très grosse partie des zones agricoles sont encore sous les normes. Oui, ça Il faut faire attention aussi, il y a une colorisation par région là. C'est-à-dire que si les nappes phréatiques de Bretagne sont pleines, ça met toute la Bretagne en bleu. Donc en fait, il y a une grosse différence entre le nombre. Par exemple, sur la Bretagne, vous avez un seul capteur qui est pris en compte là, qui est vers le bas d'ailleurs, là c'est en baisse. Et ça met toute la Bretagne en bleu. Il ne faut pas regarder la surface en fait de couleur, il faut regarder le nombre de captages qui sont en dessus ou au-dessus des normes. Ça peut prêter à confusion et dans le rapport, tout est indiqué. C'est sur cette confusion-là d'ailleurs que jouent les climato-sceptiques. C'est juste comme les collégiens ou comme les primaires à regarder des couleurs sans se poser la question sur le nombre en fait de nappes phréatiques qui sont étudiées pour avoir ces couleurs-là.
Et par rapport donc du coup comment on mesure en fait, comment on sait le niveau d'une nappe, puisque par définition c'est en profondeur en fait, comment est-ce qu'on est capable de... on a parlé tout à l'heure des stations météo qui étaient à la surface, qui permettent de capter le vent, la pluie, etc. Mais là sur les nappes... Alors là, on rentre dans le domaine de l'hydrogéologie. C'est pas complètement mon domaine, mais je peux quand même vous donner quelques indications. En fait, on a un capteur qui s'appelle un piézomètre. Vous pouvez regarder après sur Google à voir à quoi il ressemble. C'est un capteur qui va permettre, en fait, c'est un capteur de niveau d'eau, et ben, qui va permettre, en fait, en étant enfoncé dans la terre au niveau de la nappe, de suivre la nappe régulièrement au fil des années. Et ces piézomètres-là, il y en a plusieurs centaines en France, je crois que même on dépasse le millier. Donc toutes ces mesures-là permettent de faire une synthèse par le BRGM et de fournir ce rapport. C'est sûr qu'une personne climato-sceptique qui voit une flaque d'eau dans son jardin, bah, elle se sent malin de dire qu'il n'y a plus de sécheresse alors qu'il y a plusieurs centaines, voire plus d'un millier de piézomètres en France qui lui prouvent le contraire, mais ça par contre, elle ne le prend pas en compte. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu la station météo des profondeurs, on va dire. D'accord. Alors ça, bon, moi, il faut peut-être que je prenne contact aussi avec le BRGM pour aller voir comment ça se passe, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant aussi d'avoir une idée de la manière dont ça se mesure, quoi. En tout cas, voilà, ça explique. Bon, un certain nombre de... Alors, on voit passer effectivement sur les réseaux sociaux des contributions de ce genre-là qui parlent donc effectivement de ce qui se passe à la surface. Opinion, bon, en plus, là, très énervé en mode caps lock. On nous prend pour des cons. J'étais Alors toujours là, dans les par Cévennes. exemple, sur le cas des champignons, je suis dans les Cévennes. Hein. Ouais. Je suis dans les Cévennes, donc je sais ce que c'est. En fait, on a eu une période orageuse extrêmement importante et très remarquable d'ailleurs de plusieurs jours, pendant même 3 semaines. Il a plu tous les jours. Mais c'est tombé en dehors de la période de recharge des nappes phréatiques. Donc les nappes phréatiques n'ont pas forcément eu d'amélioration significative. C'était de l'eau de surface et vu qu'il a plu énormément en faisant très chaud, c'est sûr que les champignons sont contents. Mais ça ne veut pas forcément dire que les nappes phréatiques sont pleines. J'habite dans les Cévennes et je peux vous dire que les nappes phréatiques ne sont pas forcément pleines. Et d'ailleurs, dès maintenant, alors qu'il fait un peu plus chaud, il a fait 38 hier, il me semble, on voit que la végétation commence déjà à sécher. Parce que l'orage, les plusieurs orages qu'on a eu, ça a apporté beaucoup d'eau d'un coup, la plupart a ruisselé. Moi, mon jardin, le sol superficiel commence déjà à être sec. C'est pas à cette période de l'année, au mois de juin, qu'en général on fait les meilleures réserves d'eau. Par contre, je voyais quelqu'un qui parlait des, quelqu'un parlait des, est-ce qu'il faut récupérer l'eau de ses toits pour arroser le potager. Là, oui, dans le cas de ces orages-là, ça peut être très intéressant de récupérer l'eau pour faire des stocks pour l'été, pour arroser le potager, parce qu'en récupérant cette eau, ça nous évite d'utiliser l'eau du robinet, et l'eau du robinet vient essentiellement des nappes phréatiques. Donc ça peut éviter d'utiliser. Alors sur une personne, sur un village, ça va pas changer grand-chose, mais si tout le monde commençait à faire ça, et il me semble que les récupérateurs d'eau sont obligatoires ou vont être obligatoires, je suis pas sûr. Ça c'est extrêmement important. Moi j'en ai 6 des récupérateurs d'eau parce que j'ai une grande surface de toit et j'arrose mon potager qui est un petit peu minime cette année parce que vu la prévision de la sécheresse, j'en ai fait un petit pour éviter. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est de réutiliser l'eau de cuisson quand on a cuit les fruits et légumes, mais pas autre chose. L'eau de cuisson des fruits et légumes qui contient des minéraux pour la fertilisation et l'irrigation. Il faut bien sûr la laisser refroidir avant. Mais il y a également l'eau que vous utilisez, l'eau qui sort de votre douche également quand vous attendez que l'eau devienne chaude. Parce que dans les maisons de campagne, parfois il faut attendre peut-être 1 ou 2 minutes avant que l'eau chaude arrive, sinon l'eau est trop froide. Et cette eau qui coule, moi je la récupère dans un arrosoir. Et j'arrose mes fleurs tous les jours avec. Bon, il y a plein d'histoires comme ça chacun peut trouver sa façon de faire. Alors, dans le même genre, là, on a ce genre de tweet aussi. Donc, si j'ai bien suivi ce que vous avez dit, qui est un peu trompeur aussi parce que ça diffuse le niveau des cours d'eau, et donc ça, c'est de l'eau de surface finalement. C'est pas, ça règle pas le problème des nappes, les cours d'eau où les cartes sont toutes en vert. Ouais, exactement. En fait, les cours d'eau sont très réactifs à la pluie. Si par exemple vous prenez le niveau des cours d'eau 2 jours après une pluie, tout sera bleu en fait. Et vous revenez une semaine après, tout peut être vert, tout peut être jaune, tout peut être rouge. En fait, les cours d'eau réagissent par pic.
de crue. Et là, ce qu'on voit en bleu dans le sud de la France, c'est le passage des orages. Si vous regardez cette même carte-là, vous pouvez la regarder aujourd'hui, on sera plus en bleu, il y aura plus autant de bleu foncé. Là, c'est sur Info Sécheresse. Si jamais on va sur Info Sécheresse et qu'on regarde l'eau de surface, on voit bien que les couleurs réagissent extrêmement vite dans les deux sens. C'est pas l'eau de surface qui nous garantit de l'eau à long terme. L'eau de surface, en général, ça passe, ça coule, et ça ne va pas forcément rester sur place. L'eau à long terme, c'est les nappes phréatiques. Je vais aller sur le site en live, parce que ça c'est vrai que c'était un tweet qui datait du 14 juin, mais là voilà, donc là on est sur Info Sécheresse, cours d'eau 28 juin, donc oui effectivement, voilà, on voit que la carte elle a déjà changé. On est même passé en rouge dans le Var alors qu'on était en bleu. Enfin, juste pour vous dire, voilà, c'est très variable. C'est très variable en fait, l'eau de surface. Ça réagit par pic. Et voilà. Après, c'est sûr que c'est bien d'avoir beaucoup de vert et beaucoup moins de rouge. Hein. Ok, on est d'accord. Mais on peut pas prendre une carte à un jour donné sur l'eau de surface parce qu'on peut tomber sur un pic de crue et dire que tout est inondé alors qu'en fait 3 jours après, il y aura plus rien. Donc voilà, donc bien comprendre la différence entre donc les eaux de surface et les eaux souterraines dans lesquelles on puise. Et effectivement, c'est pas du tout la même. Déjà, c'est pas la même carte. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut penser de ce site Info Sécheresse, parce que c'est pas celui du BRGM. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas fiable? Le pandarou déjà qui disait l'eau ça coule, il a appris quelque chose. Alors oui, l'eau ça coule effectivement suivant le sens de la pente avec la gravité, mais je dis l'eau ça coule puisqu'on peut la retenir aussi par les barrages hydroélectriques, on peut la retenir par les réserves collinaires, ou on peut la stocker dans les nappes phréatiques. Donc l'eau ne coule pas forcément en fait. En fait, quand elle ne coule pas, c'est qu'elle peut être utilisée par l'homme. Donc c'est juste la petite remarque. Donc sur ce site-là, Info Sécheresse, je les connais bien parce que c'était mes voisins de bureau à Montpellier à l'époque où je travaillais là-bas. C'est intéressant pour la visualisation, mais ça peut pas être utilisé de manière officielle parce que ce sont des données brutes. Donc quand il y a des problèmes de capteurs, on peut les voir apparaître malheureusement sur la carte. Et ça peut poser des problématiques. D'ailleurs là, c'est quoi? C'est les nappes phréatiques. On voit bien que la Bretagne... Comment? Il y a des zones grises en plus, là, où c'est des zones où il n'y a pas de données. Les zones grises, c'est quand il y a des problèmes de données, qu'il n'y a pas de données. Là, on voit bien par exemple que la Bretagne, qui était en bleu au printemps, qui n'a pas reçu d'eau depuis presque 1 mois et demi, très très peu d'eau en Bretagne depuis 1 mois et demi, à part peut-être 1 ou 2 orages, bah là ils sont déjà passés en orange. En fait, la carte bleue qu'on voyait tout au début, avec quelques coins bleus, c'était il y a 1 mois. Et maintenant, même 1 mois et demi, c'était il y a 1 mois et demi. Là, on commence à voir apparaître beaucoup plus de jaune, de rouge et d'orange. En réalité, on commence à rentrer dans le dur de l'été et c'est là où ça va devenir problématique. Voilà. Ceci dit, c'est pas les données officielles, ça donne une indication, ça peut être intéressant, mais il peut y avoir des problématiques de capteurs. C'est pas des données filtrées et analysées comme on peut l'avoir avec le BRGM. Le BRGM, c'est vraiment la source la plus fiable puisque les données ont été analysées derrière et expliquées en réalité. Et d'ailleurs, j'ai vu, je crois que c'est un autre tweet que j'avais repéré, qui disait comment on peut faire confiance à ces cartes, elles ne présentent pas les mêmes données. Par exemple, voilà, là on a une présentation par département où il y a un découpage qui est un peu artificiel en fait. Ça doit, enfin, je sais pas comment c'est fait. Je pense qu'il doit y avoir une analyse statistique après du nombre de capteurs au-dessus ou en dessous des normes par département, et ça c'est un peu débile. Désolé pour Info Sécheresse, mais c'est un peu débile parce qu'en fait les bassins versants des nappes phréatiques ou des cours d'eau, en fait ça s'arrête pas aux frontières des départements. L'analyse la plus ça c'est vraiment administratif, on va dire, pour le grand public, pour qu'il voit à peu près des couleurs sur des départements qu'il connaît. Par contre, la carte d'avant sur les nappes phréatiques, c'est beaucoup plus logique. Le découpage par département est artificiel, il ne respecte pas en fait les cours d'eau. Hein. Ok. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'est intéressant d'avoir un petit peu ces indications, de savoir que donc les eaux de surface, ça reste de la surface, et que donc il faut pas forcément s'y fier pour avoir une idée de est-ce qu'il va y avoir une sécheresse ou pas. Mais par contre, donc comme vous disiez, tout ce qui est, alors je sais, il y a aussi, j'ai vu passer des cartes de l'humidité des sols. Je sais pas, bon là je la vois pas ici, mais...
La carte de l'humidité des sols, c'est souvent moi qui la partage sur les réseaux sociaux, D'accord. ou mes collègues de Météo France. C'est pas les mêmes modèles, mais c'est à peu près la même conclusion. La carte de l'humidité des sols permet d'avoir une estimation de la sécheresse des sols. C'est vraiment la sécheresse agricole, donc les 2 premiers mètres. Alors que la carte que vous avez montrée sur les nappes phréatiques, c'est sur la sécheresse des nappes phréatiques, c'est différent. Donc la carte d'humidité des sols, ça permet de savoir si on est en sécheresse agricole, les 2 premiers mètres, et donc de savoir s'il y a des conséquences sur le remplissage du grain du blé, la floraison du maïs, l'état hydrique des forêts pour les feux de forêt, l'eau disponible également pour les animaux, les insectes. Donc c'est vraiment, là, c'est les impacts plutôt économiques et les impacts agricoles, les impacts sur les écosystèmes. C'est plutôt ça qu'on va regarder pour avoir une idée de la sécheresse agricole. Donc c'est souvent la carte que je partage. Étant agroclimatologue, c'est la carte qui met de référence. Alors, j'ai pas retrouvé la carte, mais j'ai trouvé effectivement là un tweet où vous en parliez. L'indice d'humidité des sols quotidien agrégé. Alors là, en l'occurrence, c'était sur la Bretagne. Ouais, c'était sur la Bretagne, alors là, mon objectif était de montrer que l'eau qu'on a accumulée au printemps, on l'a déjà perdue très largement. C'est la courbe rose. Ça, c'est plus on est vers le haut, plus le sol est saturé en eau. Et plus on descend vers zéro, plus le sol n'a plus d'eau disponible pour les plantes. Donc là, on a eu bien un printemps où on a été au-dessus des normes parce qu'il a pas mal plu en Bretagne. Et d'un coup, il a arrêté de pleuvoir et on a une chute extrêmement dramatique de l'indice hydrique des sols. Ça, c'était pour montrer que c'est pas l'eau de surface qu'il faut regarder pour parler de la sécheresse des nappes phréatiques. Voilà. L'eau de surface peut arriver comme elle peut partir. Aussi vite qu'elle est arrivée, elle peut partir. Donc voilà, là on a cette indication-là qui montre bien cette baisse. Et donc là on repasse sous les normes. Maintenant c'est très largement sous les normes parce que c'est une carte un graphique qui date un peu. Oui, 7 Voilà, juin. c'est essentiellement pour montrer la perte en eau et de fermer un petit peu le clapet, on va dire, des climato-sceptiques qui nous parlent absolument de cet indice hydrique des sols, comme s'ils l'avaient découvert cette année. Il existe depuis très longtemps, mais en fait non, c'est pas l'indice hydrique des sols qu'on va regarder pour avoir la réalité d'une vraie sécheresse. On va le regarder par contre sur l'agricole. Et par rapport à l'humidité des sols, est-ce que ça peut avoir aussi des impacts par rapport au risque d'incendie ou est-ce que c'est... Tout à fait. En fait, une sécheresse, en fait, le risque d'incendie dépend de plusieurs choses. L'indice hydrique des sols qui va garantir donc l'eau disponible pour les végétaux. Si l'indice hydrique des sols est très bas, donc la sécheresse s'installe, les végétaux ne vont plus puiser de l'eau de façon optimale, donc ils vont eux aussi avoir un indice hydrique des végétaux qui diminue. Donc si l'indice hydrique des végétaux qui diminue, c'est l'inflammabilité de ce végétal qui augmente. Et si après on a des conditions climatiques qui arrivent comme avec du vent, de la forte chaleur, le vent augmente l'évapotranspiration, l'évaporation, la transpiration, donc la perte en eau des forêts. Et ben en réalité, si les conditions sont réunies et que les végétaux sont propices à l'éclosion et au déplacement de ce feu, eh bien le feu de forêt peut se déclarer. Mais il faut d'abord qu'il y ait une sécheresse de surface qui s'installe et qui dessèque, comment on dit, qui fait perdre en eau, perdre l'eau des végétaux pour ensuite que le feu puisse démarrer et se répandre. D'accord. Donc ça, oui, ça fait partie aussi des indicateurs qui sont intéressants à connaître. Euh, Exactement. Alors l'indice hydrique des sols, c'est souvent Météo France qui le diffuse sur ses comptes de réseaux sociaux ou dans les médias, mais par contre il n'est pas disponible en open data et c'est extrêmement dommage, je tiens à le préciser, parce que c'est un indice qui est essentiel pour l'agriculture et pour les pompiers. ok. Alors j'avais vu... pareil, donc là, alors, attendez, je cherche... voilà. C'est là, je l'ai retrouvé, vous parliez de l'indice de la sécheresse des sols, donc c'était ce tweet-là. Euh, et où vous donniez du coup, mais ça je pense que c'est vraiment la spécificité donc de l'agrométéorologie, c'était donc les impacts agricoles, euh, prairies, culture d'été, culture d'hiver, donc c'est ce qu'on peut déduire finalement de ces indicateurs-là et de l'impact que ça peut Exactement. avoir. Ça là, par exemple, on a l'exemple d'une sécheresse éclair qui a lieu dans le nord de la France, c'est-à-dire le couplage parfait entre le vent, la température, l'ensoleillement et le manque d'eau
qui fait qu'on a perdu complètement toute l'eau qu'on a accumulée au printemps, et donc tous les climato-sceptiques se félicitaient. On l'a perdu en 3 semaines. C'est les zones que vous avez en rouge. Et donc, ça a forcément des impacts après sur les prairies, sur le blé, sur le maïs, sur le tournesol, sur la pomme de terre, sur la betterave. Donc après, il s'agit à moi de les détailler parce que ça peut être des impacts différents suivant la profondeur des racines, suivant la sensibilité aux fortes températures, sur la sensibilité à la sécheresse. Donc, c'est important pour moi de les détailler par la suite. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait en agroclimatologie sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est une carte de l'indice hydrique des sols. Ça donne en fait l'eau disponible sur les 40 premiers centimètres du sol. C'est différent d'une carte des nappes phréatiques, je tiens à le préciser. On peut avoir des zones qui sont en rouge en surface et en bleu en profondeur, comme en rouge en profondeur et en bleu en surface. Donc c'est différent, encore une fois. Et donc on peut avoir finalement des récoltes qui se passent très bien et finalement des bons rendements au printemps, et puis se taper donc une sécheresse derrière pendant l'été, quoi. C'est ça. Là, on a les cultures, par exemple, de printemps, c'est comme l'orge, les cultures d'hiver, pardon. C'est par exemple des cultures qu'on va planter en automne et récolter au début de l'été. Donc, c'est des cultures qui, à l'arrivée des sécheresses au printemps, ont des racines très profondes parce qu'elles ont déjà été plantées 4 mois avant. Comme le blé, l'orge, le colza, ce sont des cultures qu'on appelle d'hiver parce qu'elles vont être plantées pour pousser en hiver et récolter au début de l'été. Donc ces cultures-là sont un petit peu moins sensibles aux fortes chaleurs parce qu'on va les récolter avant toutes les canicules et sécheresses. Après, on a les cultures de printemps, comme le tournesol, comme le maïs. C'est ce qu'on voit dans les champs en fait au printemps et en été. Le tournesol, le maïs, la pomme de terre, la betterave, le sorgho, etc., etc. Je ne vais pas tous les rajouter. Et ben ces cultures de printemps qu'on va semer au printemps et récolter en automne, c'est elles qui vont être le plus sensibles, qui vont subir le plus de canicules, de sécheresse, parce que leur stade de développement se déroule durant l'été. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que ces cultures-là sont très sensibles, comme le maïs, on en parle beaucoup, c'est simplement qu'ils poussent en été. En réalité, ils utilisent moins d'eau pour la même quantité de feuilles produites que le blé. En fait, le maïs utilise moins d'eau, mais c'est juste si on les mettait à la même température, je veux dire, le maïs est plus efficace en utilisation de l'eau si on était à la même température que le blé. Mais la problématique, c'est que ça ne pousse pas à la même période. Le blé pousse plutôt en hiver et au printemps, alors que le maïs va pousser en été. Et donc l'évapotranspiration du maïs est beaucoup plus importante puisque la température est plus élevée. Et donc c'est pour ça qu'on utilise massivement de l'irrigation. À voir, bien sûr, si c'est soutenable dans un contexte de changement climatique. Est-ce qu'il ne faudra pas plutôt abandonner progressivement le maïs, donc quelques pourcentages en moins chaque an, pour le transformer dans une autre culture, le tournesol, qui a des racines profondes, mais qui répond également au CO2, le sorgho aussi, qui a une température optimale de 4 degrés de plus que le maïs, et qui a une structure foliaire qui lui évite de perdre de l'eau. Voilà. Ça c'est des questions d'agroclimatologie, donc de regarder sur le long terme. Le maïs perdra entre 20 et 40% de rendement en moyenne par an d'ici 2050 dans le sud-ouest de la France. Je ne pense pas qu'économiquement parlant, ça soit parfaitement rentable. Donc je pense que ça répond un peu d'ailleurs à une question qui est eu dans le chat tout à l'heure. It's over 9000 voice qui dit qui demandait est-ce que le modèle agricole est tenable, notre modèle agricole est tenable à long terme, est-ce qu'il y a des choses à changer? Donc c'est un petit peu là-dessus, c'est déjà sur la nature peut-être des cultures. Alors, le modèle agricole, il doit forcément évoluer parce que le modèle agricole est basé sur un climat donné. Quand on voit que les biogéographies, donc l'aire de répartition des cultures, évoluent avec le climat, on peut se dire que le modèle agricole doit évoluer. Il n'intégrera plus forcément les mêmes cultures. Par exemple, dans le sud de la France, le maïs va être de plus en plus compliqué, mais ça sera remplacé par d'autres cultures. Dans le sud de la France, l'abricot va devenir de plus en plus compliqué, mais ce sera remplacé par la pistache, par de la grenade, par de la figue de Barbarie, par de la figue, par de la nef, par de l'olive, par de la vigne. Voilà. C'est pas la fin du monde agricole en France, c'est juste qu'il faut s'adapter en avant, et la problématique c'est que les politiques ne s'adaptent pas comme il le faudrait, puisque c'est des problématiques long terme. C'est-à-dire que si Macron ou si Chirac ou si Hollande avaient pris des décisions dans leur quinquennat, les effets auront lieu 20 ou 30 ans après. Quand on plante un olivier parce que le climat se réchauffe, on va pas récolter des olives pendant le quinquennat. Le temps que l'arbre pousse, il lui faut 10 ans, 15 ans pour avoir quelque chose d'intéressant. Donc, c'est la création de nouvelles filières, donc de nouvelles espèces par région,
La filière, c'est le stockage, la vente, la transformation, la consommation, etc. Tout le tissu économique derrière. Ça met 15 ans. Donc il faut faire des manœuvres. Après, il y a d'autres voies d'adaptation. Il y a des voies plutôt agricoles, de moins labourer le sol, d'avoir plus de couverts végétaux. Donc là, c'est plus des techniques complexes qu'il faut remettre en place en agriculture au lieu de la simplifier pour protéger le sol, pour lui redonner sa vie qu'il avait il y a 2 siècles et pour mieux stocker de l'eau. Les agriculteurs commencent déjà à s'emparer de ces problèmes depuis 20 ans, bien avant que je commence à en parler. Ce sont les premiers concernés par le changement climatique. Après, il y a la génétique, donc des améliorations variétales. Il y a le numérique également. Donc, c'est par exemple travailler avec des outils d'aide à la décision. Le satellite, ça dépend des sensibilités de chacun, ça. Et voilà, donc il y a les paysages aussi, pardon, il y a l'agroforesterie, il y a de remettre des haies pour couper le vent, pour éviter l'évapotranspiration, mais également pour stocker du carbone, pour faire face au changement climatique. Donc, en fait, il y a plein de solutions sur le changement climatique et l'agriculture, c'est juste que c'est des petites pièces de puzzle qu'il faut travailler ensemble. Un puzzle, c'est quelque chose qui est logique, toutes les pièces sont là. Si on n'a qu'une pièce de puzzle, on se dit je vais faire une bassine ou une réserve en eau agricole et je la mets et c'est tout ce que je fais, on fonce droit dans le mur. Si on se dit je vais juste améliorer ma variété de maïs mais continuer à faire du maïs, on fonce droit dans le mur. Si on se dit j'arrête juste le labour et c'est tout, je fais rien d'autre en parallèle, on fonce droit dans le mur aussi. Il faut que toutes ces pièces de puzzle s'imbriquent pour qu'on gagne quelques petits pourcentages de résistance. Et c'est là tout le challenge du changement climatique, c'est quand on travaille en agriculture, on n'a pas de solution unique et efficace pour toutes les problématiques. Ce sont toujours des petites problématiques et des petites solutions, mais qui dans un tout, fait avancer l'agriculture sur le changement climatique. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, et puis je vois une question là-dessus dans le chat. Donc, par exemple, il y a des solutions qui peuvent être intéressantes localement à certains endroits et pas à d'autres. Est-ce que les bassines dont vous avez parlé, je crois, est-ce que ça rentre dans ce cadre-là? Est-ce qu'on peut parler sur les bassines en général, ou est-ce que justement c'est quelque chose qui varie selon l'endroit où on met la bassine, quoi? Alors en réalité, les bassines font partie des solutions sur le changement climatique. Ce que comprend pas forcément le grand public, c'est que l'irrigation est parfois nécessaire pour l'agriculture. C'est pas forcément le mal incarné. Donc moi, je ne suis pas forcément ni pour ni contre les bassines, je suis pour la réflexion sur un territoire donné. C'est pas mon rôle à moi de dire s'il faut une bassine sur cette nappe phréatique, s'il faut une réserve collinaire sur ce cours d'eau. Les réserves collinaires, c'est des barrages qui retiennent l'eau, qui descend par gravité. C'est pas à moi, c'est plutôt aux hydrogéologues, c'est pas mon domaine. Par contre, mon domaine, c'est que si les hydrogéologues acceptent la création d'une réserve en eau, mon rôle à moi, c'est de vérifier derrière qu'il y ait bien une évolution aussi de l'agriculture en parallèle. Si c'est par exemple pour faire des rotations de maïs sur maïs jusqu'en 2050, comme si de rien n'était, là on fonce droit dans le mur, puisque l'eau ne sera pas suffisante, puisque le sol ne sera pas suffisamment vivant pour stocker cette eau. Et donc il faut faire aussi évoluer les variétés de maïs en parallèle, il faut aussi faire évoluer le numérique. En fait, il faut travailler sur plein de choses à la fois derrière. La bassine n'est pas une perfusion en eau du système agricole, un système agricole à bout de souffle climatiquement parlant qui est perfusé à l'eau pour continuer à perdurer, à produire. Le but, c'est que la bassine permette une transition après vers une agriculture qui soit moins consommatrice d'eau, c'est absolument nécessaire. Donc, par exemple, si on a un bassin où il y a beaucoup de maïs, c'est de réduire progressivement la part de maïs. C'est progressif, hein, c'est pas détruire la filière d'un coup comme si de rien n'était en interdisant. Quelques pourcentages en moins tous les ans, et en le suppléant par d'autres cultures moins consommatrices d'eau. Le sorgho, le mil, le millet, etc. etc., etc. Donc, de travailler sur l'agriculture connectée, de travailler sur les fuites d'eau dans les systèmes d'irrigation, de travailler sur le sol aussi, d'avoir un sol plus vivant qui stocke plus d'eau. Donc en fait, la bassine est souvent mise en avant comme la solution avec L1 en majuscule, mais en réalité, c'est une petite solution parmi toutes les autres petites solutions qui font un tout. Et il faut absolument respecter le fait que la bassine n'est pas une solution, la solution, pardon, à part entière. Sinon, on va faire comme le modèle espagnol, on va avoir de l'eau virtuelle, on va dire, d'irrigation à volonté. Et quand il y a une problématique comme l'an dernier, on a moins 80% de pertes agricoles parce qu'il n'y a plus d'eau. C'est extrêmement important de s'assurer que la bassine fait partie d'un modèle agricole prévu jusqu'en 2050 avec une évolution agricole en parallèle. D'accord.
Voilà, moi j'ai rebondi là-dessus parce que j'ai vu passer la question et effectivement, bon, ça fait partie aussi des questions qui ont surgi dans l'actualité cette année. Euh, alors, bon, j'ai vu passer des tweets qui parlaient de la nécessité d'avoir du maïs pour faire du popcorn. C'est d'autres, c'est d'autres choses. Quelqu'un qui demandait s'il y avait une corrélation entre la baisse des nappes phréatiques et la consommation d'alcool en Bretagne. Alors moi je cautionne pas du tout hein, ces blagues régionalistes. Je veux pas qu'on se mette la Bretagne à dos. Euh, euh, Alors, on parle beaucoup du maïs et de la viande ouais. aussi, là, dans les commentaires. Alors, le maïs, ça va vous paraître étonnant ce que je vais vous dire, mais je suis pas payé par la FNSEA ni par personne. Le maïs est quand même extrêmement important en été parce que c'est une culture qui permet de faire de l'ombre. C'est une culture qui récupère beaucoup de carbone par la photosynthèse, donc déjà ça permet de contrer le changement climatique, mais c'est qu'en fait c'est une culture qui pousse assez facilement et qui permet de faire de l'ombre sur le sol. Et en faisant de l'ombre sur le sol, ça évite que les rayons solaires frappent le sol, échauffent le sol et l'assèchent et le fassent mourir. C'est le début de la désertification dans ce cas-là. On n'en est pas encore là, bien sûr. Mais c'est une culture qui est vachement importante pour faire de l'évapotranspiration, pour faire de l'ombre sur des sols. Par contre, ça a certaines limites climatiques, bien sûr. Le maïs doit être utilisé dans certaines conditions climatiques. Quand on commence à en sortir, il faut réfléchir à arrêter le maïs. Il n'est pas juste question de faire de l'ombre, parce que s'il n'y a plus d'eau pour faire pousser le maïs, bah, le maïs ne fera pas d'ombre, en fait. Donc il va falloir réfléchir à une évolution progressive, on va dire, de ces surfaces en maïs vers d'autres cultures. Ça, c'est notamment le cas dans le sud-ouest de la France ou dans le sud-est, mais c'est plus le sud-ouest où on cultive le maïs. Dans le nord de la France, ce qui est intéressant, c'est que le climat, pour l'instant, d'ici 2050, permettra encore la culture du maïs de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Dans les autres régions de France, on aura plutôt des pertes de rendement, surtout dans le sud-ouest. Pour la question de la viande, on me pose la question. Là, c'est beaucoup d'émotions aussi, parce que dès qu'on touche à la consommation, il y a beaucoup l'émotion qui ressort, beaucoup moins le fait scientifique. Alors moi, je vais vous parler de façon très fait. J'enlève toutes mes émotions, parce que j'aime bien la viande, hein, je ne le cache pas, et j'enlève toutes mes émotions pour vous parler de ça. Avec un chapeau de cow-boy, c'eût été étonnant. Après, je suis vrai, ça veut pas forcément. C'est plus le style, on va dire. Hein. Euh, donc, en réalité, sur cette consommation de la viande, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Soit on veut devenir végétarien, il faut respecter les personnes qui deviennent végétariennes parce que dans le rapport du GIEC, il est bien indiqué que c'est le régime qui pollue le moins, c'est le régime qui émet le moins de gaz à effet de serre parce que le méthane émis par les animaux, notamment la viande rouge, est extrêmement important. C'est 50% des émissions de notre assiette française. Par contre, si vous ne souhaitez pas devenir végétarien, c'est votre choix. On ne peut pas imposer le véganisme ou non à la société. Une société 100% végane est d'ailleurs parfaitement illusoire. Même s'il est possible de devenir vegan avec les compléments alimentaires, c'est possible, il faut aussi le respecter. Par contre, si vous ne souhaitez pas devenir vegan, mais vous souhaitez quand même faire attention au climat, mieux vaut acheter de la viande française qui va coûter plus cher, mais en coûtant plus cher, on va en acheter moins, et en achetant moins, on en consomme moins. La viande française est notamment beaucoup pratiquée au fourrage, c'est-à-dire les vaches vont manger en prairie. La ration de maïs est plus faible que dans les autres pays, donc il y a moins d'effets sur le climat. Par contre, il faudra proscrire toutes les viandes qui viennent des plats préparés, qui viennent de l'étranger. Ça permettra de la viande de mauvaise qualité. Ça, c'est pour si vous souhaitez rester mangeur de viande, ce qu'il faut respecter aussi. Les véganes, c'est autre chose. Si vous souhaitez devenir vegan, bien sûr, le régime polluera moins. Par contre, il faut savoir que la production animale n'est pas justement uniquement pour la viande. C'est aussi de l'entretien des paysages, c'est aussi de l'entretien des zones bocagères, des alpages, des zones humides. C'est très important. C'est aussi de la biodiversité des prairies. C'est l'une des zones dans l'agriculture où il y a le plus de biodiversité, justement. Donc, il y a aussi la fertilisation, parce qu'on utilise des déjections animales pour fertiliser le bio, par exemple. Donc, il y a un lien très étroit entre la production animale et la production végétale qu'il faudra garder pour un équilibre avec la production végétale. Voilà, c'est juste pour information, dans le monde agricole, il y a quand même une utilité autre que la viande des animaux. Donc voilà, en gros, c'est à vous de faire le choix, je n'impose rien à personne.
le régime vegan est celui qui émet le moins de gaz à effet de serre. Le régime carné émet des gaz à effet de serre en quantité, mais il va falloir le diminuer en diminuant la quantité de viande. Et pour diminuer la quantité de viande, mieux vaut la manger française et éviter tous les plats préparés importés dont on ne sait pas d'où vient cette viande qui est généralement de mauvaise qualité. Voilà. Ok, non, j'étais en train de lire ce qui passe sur le chat. Ok. Je vois du coin de l'œil. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut parler j'ai vu d'autres tweets que vous faisiez qui étaient plus à l'échelle globale, cette fois-ci, sur les anomalies, notamment, par exemple... Alors, attendez, qu'on revienne sur cet écran-là... voilà, la carte des anomalies de la température de la surface des océans nord-atlantiques. J'ai vu que vous vous inquiétiez des courbes qui sortaient. Vous disiez même que statistiquement ça part en cacahuète. Donc là, il se passe quand même des choses spécifiques en cette année 2023. Ouais, d'ailleurs, j'ai un tweet extrêmement récent, je crois qu'il date d'il y a 2 jours, où il y a beaucoup plus d'indicateurs. Effectivement, en 2023, on se pose des questions là au niveau climatique. Parce qu'en fait, on a des gammes de variations, en fait, des courbes de température de l'eau, de l'air, de l'Antarctique aussi, de la banquise antarctique, qui sortent complètement de la variabilité naturelle statistique. Donc en fait, on a, je sais pas comment dire autrement, en gros, les courbes statistiquement, elles partent en cacahuète, hein, on sort complètement de la variabilité. Et là, on se pose des questions, en fait. La plupart des scientifiques disent que on reste quand même dans une gamme de variabilité acceptable pour la planète, voilà, que c'est peut-être un effet El Niño couplé à des effets locaux qui font que. Mais c'est vrai qu'on se demande aussi si c'est pas un effet seuil, voilà, une rupture dans le système climatique qui pourra avoir des conséquences long terme. C'est pas forcément l'hypothèse qui est envisagée pour l'instant. Il faudra des études publiées pour le confirmer ou l'infirmer. Donc voilà, pour l'instant on est vraiment... C'est vrai que quand on regarde le Twitter de plusieurs scientifiques de par le monde, tu peux agrandir les graphiques là, tu verras, ils sont assez parlants. Si on regarde les tweets, en fait, on fait qu'un constat. On constate que vraiment les courbes montent vers le haut très rapidement. Là, c'est la température de l'air sur les 15 premiers jours de juin dans le monde, monte assez rapidement vers le haut, et on se pose la question, voilà, là on fait surtout un constat, on n'a pas encore les études scientifiques pour confirmer quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a une petite part d'inquiétude sur Twitter quand on voit les tweets des différents scientifiques. À partir du moment où ils posent le constat et qu'ils ne donnent pas les conséquences, c'est que peut-être qu'on est rentré dans une zone où on ne connaît pas forcément les conséquences. En tout cas pour moi, il y a certaines choses que je ne connaîtrais pas toutes les conséquences qu'il peut y avoir à ce sujet. C'est un peu anxiogène ce que je dis, mais c'est effectivement le cas. Regardez par exemple ici, on est complètement descendu en dehors de la gamme. Là, la température de l'eau mondiale, elle est carrément largement au-dessus des gammes qu'on connaît d'habitude. Là, c'est la banquise antarctique. On est complètement en dehors des clous. On est tellement en dehors des clous que je pourrais pas vous dire quelles en sont les conséquences sur... Oui, voilà, est-ce que c'est un effet Niño, il y a un effet changement climatique, c'est sûr. Est-ce qu'il est accentué par El Niño? Est-ce qu'il est accentué par des effets locaux? Il faudra le confirmer, mais les études scientifiques ne se font pas sur un tweet. C'est dans plusieurs mois qu'on aura les résultats pour confirmer ce qui se passe dans le monde actuellement. Oui, en tout cas, effectivement, il y a des graphiques qui sortent et qui sont particulièrement... enfin voilà, qui donnent des anomalies particulières cette année, quoi. C'est ça. Donc à suivre dans les prochains mois. Et d'ailleurs, si vous allez sur les comptes des climato-sceptiques, ils commencent à avoir de moins en moins d'arguments quand même, mais ils sortent des trucs complètement monstrueux. Je crois qu'hier sur un compte climato-sceptique, il avait sorti une carte complètement, enfin un graphique complètement, il ne comprenait même pas ce qu'il diffusait en fait. Il avait sorti un graphique qui montrait une stabilité d'un indice, mais c'était même pas la température de l'eau. Il parlait de la température de l'eau, mais il montrait un indice qu'il n'avait pas l'air de comprendre en fait. Donc voilà, attention à ces cartes-là, allez les voir vraiment sur les comptes. Il y a toutes les sources d'ailleurs dans mes tweets pour récupérer les... Oui, tout à fait, c'est toujours... voilà, bon, c'est quelque chose que je dis d'ailleurs sur les analyses de graphiques en général. S'il n'y a pas la source, il faut qu'on nous rembourse. Mais là, je vois que les données sont indiquées à chaque fois. Ouais. Donc voilà, on peut aller... si on n'est pas content, on peut aller soi-même refaire le graphique et vérifier c'est ça.
Voilà. Non, mais c'est important. Hein. Alors, il m'est déjà arrivé une ou deux fois d'oublier la source, mais je dois être fatigué. Mais sur des milliers de tweets, je pense que ça peut se pardonner. En général, je mets tout le temps la source, ou alors je cite les comptes internet sur lesquels j'ai récupéré les données. Et vous regardez les couleurs et la police d'écriture, en général, c'est moi qui ai fait les graphiques. Je produis moi-même mes graphiques, j'aime bien les produire, les mettre dans la même... que ça soit uniforme. Voilà, sur les mêmes couleurs et tout, pour avoir quelque chose d'harmonieux sur mon Twitter, que de prendre des choses un peu n'importe où. Alors, j'ai vu passer un tweet que j'ai pas compris, parce que je suis attentivement à tout ce que vous publiez. Et donc là, par exemple, voilà, c'est celui-là, qui disait que la température moyenne terrestre devrait peu à peu s'éloigner de la norme, si bien que des modèles saisonniers proposent des cartes lunaires où il n'y a plus aucune compensation chaud-froid. Là, j'ai pas trop compris ce que c'était que cette histoire de compensation. Je comprends bien. En fait, dans un climat stable, le chaud compense le froid sur l'année pour que la moyenne soit toujours autour d'une moyenne. En gros, quand on a un excès thermique sur une partie de la planète, il y a toujours un excès de froid quelque part pour compenser. C'est dans un climat stable. Quand la moyenne des 30 dernières années est stable. Là, elle se réchauffe. Donc quand elle se réchauffe, les records de chaleur sont plus nombreux que les records de froid. Il n'y a pas de compensation entre les zones chaudes et les zones froides. Donc là, sur la carte, ce qui montre avec de Tropical Tidbits, c'est un .com, c'est la source qu'il y a sur le graphique. Normalement, les plages bleues devraient compenser les plages rouges. Voilà, en moyenne, pour avoir un climat qui est stable. Dans un climat qui est instable, il y a plus de rouge que de bleu. Et là, sur le globe, en fait, là, c'est l'effet El Niño. Il y a beaucoup plus de rouge que de bleu. Il n'y a plus aucune compensation, en fait. C'est-à-dire que là, on est largement au-dessus de la moyenne. Le froid ne compense pas. Le rouge sur les mois, il me semble que c'est 3 mois. Octobre, novembre, décembre 2023, la température mondiale pourrait être excédentaire sur l'ensemble du globe, ou au moins 95% du globe, ce qui est très conséquent en réalité. D'accord. Okay. C'est très inquiétant, c'est la première fois que je vois une carte où il n'y a pas de bleu. On peut dire qu'il n'y a pas de bleu en fait. Ouais. J'en ai... Ah oui, non, là c'est pas un tweet de vous, mais voilà, c'est une réponse. Figurez-vous, là, j'ai fait un tweet hier. Donc là, moi, je parlais d'une carte qui avait été mal interprétée, enfin, sur laquelle on donnait des interprétations qui n'étaient pas celles du BRGM. Et quelqu'un me répond à un moment, il manque de nombreux éléments dans la climatologie. C'est plus une réflexion générale. Hein. On devrait se servir de données géologiques, atmosphériques, composition évolutive de l'atmosphère et de la position de la Terre par rapport au Soleil, etc. Est-ce que c'est pas le cas quand même ? Si. Alors c'est le cas en fait. En fait, il y a une énorme confusion qui est très grave chez les climato-sceptiques, c'est le temps géologique en fait. Là, on est sur 100 ans. Le changement climatique, c'est sur 100 ans. Quand on me parle d'effet du soleil, d'effet du placement de la Terre, d'effet de l'inclinaison, je sais pas quoi, c'est des trucs qui durent des millions d'années. Il y a un moment, il faut arrêter de prendre ces arguments qui durent des millions d'années, qui sont effectivement influents sur le climat, mais c'est pas en 100 ans que l'axe de rotation de la Terre va changer, que la Terre va partir en cacahuète dans l'espace et que le Soleil va augmenter de 1 milliard de kilomètres. Non, c'est pas en 100 ans que ça se fait, il faut pas confondre les temps géologiques et les temps météorologiques et climatiques. Et c'est ça qui est extrêmement dommage, c'est de jouer sur ces incompréhensions aussi du grand public, parce que c'est pas leur domaine, tout le monde ne veut pas tout comprendre. Et donc de se dire, mais on a eu un optimum médiéval, mais oui, mais l'optimum médiéval c'était juste en Europe, c'était pas planétaire. On a eu aussi, il y avait plus de CO2 dans l'atmosphère il y a 4 millions d'années. Ouais, bah il y a 4 millions d'années, on n'avait pas les mêmes végétaux, on n'avait pas les mêmes placements les mêmes volcans, la même activité, la même terre en fait, tout simplement. Il y a 2 milliards d'années pareil, enfin, il y avait que des bactéries ou je sais pas quoi sur la planète, mais enfin, c'est pas du tout comparable. Il faut qu'ils arrêtent de me sortir les arguments les plus débiles du monde pour pouvoir justifier leur incompétence presque en fait. Donc oui, ces données climatiques de El Niño, il y a des cycles plus courts. El Niño par exemple c'est quelques années.
des cycles aussi des océans, des volcans qui peuvent avoir des effets sur le climat à court terme. Mais ça, c'est pris en compte en fait dans les modèles du GIEC. Euh, il faut savoir qu'il y a quand même des milliers, des dizaines de milliers de scientifiques qui ont bossé. C'est pas un mec sur Twitter qui se dit tiens, à l'époque des dinosaures, il y avait plus de CO2, vous dites n'importe quoi. Il y a quand même des hydrogéologues, des agroclimatologues, des paléoclimatologues, des climatologues, des géologues. Enfin, comment un mec sur Twitter a décidé qu'il aurait raison parce que les dinosaures avaient plus de CO2 que maintenant? Enfin, ça m'énerve un peu, hein, mais c'est fou de se dire qu'un mec sur Twitter a raison par rapport à des dizaines de milliers de scientifiques. Et là, quand tu leur fais cette remarque, c'est forcément un complot international et ils sont payés par les États pour nous mentir, etc., etc. Et on rentre dans des débats juste débiles. En fait, il faut juste pas débattre au bout d'un moment. Ok. Alors, justement, puisqu'on parle de ça, j'ai vu que des fois aussi vous vous exposez à des... Par exemple, là, vous êtes carrément pris à une déclaration d'Elon Musk. Donc là, c'est chaud parce que ça veut dire que derrière, vous vous exposez à recevoir quantité de fans d'Elon Musk qui vont venir vous pourrir la discussion. Ah bah, Elon Musk est un être humain comme les autres, à mon goût. S'il dit des conneries, c'est pas parce que c'est Elon Musk que je ne vais pas le reprendre. Alors justement, malheureusement pour lui, vu qu'il a beaucoup de followers, j'ai plus de probabilité de tomber sur un partage de ses tweets que le partage d'un climato-sceptique qui a 3 followers. Donc là, je suis tombé sur son tweet. Mais c'est pas parce que c'est Elon Musk que je me permets pas de le rectifier, surtout quand c'est extrêmement faux. En plus, c'est mon domaine, là. On tombe sur l'agriculture et les forêts, quoi. Non, un compte à plusieurs millions de followers, peut-être centaines de millions de followers, ne peut pas se permettre de donner des fake news ou alors de ne pas avoir vérifié ces informations. C'est juste scandaleux. Moi, j'ai 71 000 followers, il me semble maintenant. À chaque fois que je veux faire un tweet, je réfléchis à ce que j'écris, je vérifie mes sources. Parce que ça peut se retrouver dans des médias, ça peut être partagé, et il y a peut-être de fausses informations qui peuvent passer. Ce qu'a écrit Elon Musk, c'est juste inacceptable. C'est inacceptable d'avoir 10 millions de vues sur un mec qui dit que ce qui se passe à la surface de la Terre n'a aucun impact sur le climat. Alors que la production de la viande en a, la déforestation en a. Enfin, même, tout le monde le sait que la déforestation a un impact sur le climat. Comment? Non mais c'est pas parce qu'on l'a dit. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est pas juste d'ailleurs complètement orienté pour sa production de voitures électriques, puisqu'il dit que le changement du climat, c'est de bouger des millions de tonnes de carbone du sol. En fait, il parle des ressources fossiles. Et... Enfin, je pense que c'est complètement orienté pour vendre des voitures, en fait. Hein. Enfin... Alors, je sais pas trop si c'est orienté, parce que là, je pense que j'ai une part de naïveté sur cet aspect-là. Moi, j'interviens juste parce qu'il y a écrit farming, donc l'agriculture. À partir de ce moment-là, c'est mon domaine, donc j'interviens. Par contre, sur l'histoire des voitures derrière, bon, bien sûr, faut pas émettre de CO2. Je suis pas intervenu. Moi, je suis intervenu sur la première phrase parce qu'il y avait écrit agriculture. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que c'est remonté dans mon ce suite-là que je ne vois pas d'habitude de Elon Musk est remonté dans mon profil parce que ça parlait de l'agriculture. Et c'est là où je me suis permis de rectifier. Après, je vais pas rectifier sur des choses qui sont pas dans mon domaine. Je vois le CO2 représente bien 0,4% de l'atmosphère. J'ai l'habitude qu'on me pose cette question assez... Oui, ça revient souvent. Je vais pas dire débile parce que je connais pas le compte qu'il y a, la personne qu'il y a derrière. Peut-être que c'est une question tout à fait non mais c'est normale. Moi je vois beaucoup passer cet argument effectivement qui dit attention, le carbone, enfin le CO2 pardon, ça représente 0,04% de l'atmosphère, donc le fait que ça augmente, c'est insignifiant, ça peut pas avoir de répercussions. En gros, je pense que c'est ça l'argument. En fait, c'est que là il y a une énorme confusion entre la quantité et l'impact. C'est pas parce qu'il y a 0,4% de CO2 dans l'atmosphère qu'il ne va rien faire. Ce que je dis souvent, ça m'avait fait marrer une fois, j'avais fait un ratio, un climato-sceptique, et je lui avais dit, bah, va te piquer avec un pictogramme, je dis un chiffre au hasard, hein, mais vous comprendrez le général, je dis, va te piquer avec un pictogramme de cyanure, bah, c'est ridicule, c'est tout petit comme poids, mais t'es mort. La dose, la quantité ne fait pas l'impact. Et ça, il faut peut-être le comprendre à un moment. C'est souvent parce qu'il y a un mec en Amérique qui a trouvé cet argument. Tous les moutons climato-sceptiques ont commencé, ont commencé à le retweeter et tout. Regarder, c'est 0,4%.
Bah ouais, les pesticides, c'est pareil en fait. Les pesticides, il y en a dans la plupart de ceux qu'on mange et il y en a dans l'environnement, mais ça a des doses tellement minimes que ça a pas d'impact. Mais tu peux avoir des doses extrêmement faibles de ces impacts-là qui peuvent avoir des impacts sur les écosystèmes. C'est ridicule en fait. L'amiante, c'est pareil. L'amiante, c'est cancérigène. Vous respirez des très faibles quantités d'amiante. Par rapport à votre poids, c'est ridicule. Pourtant, vous pouvez mourir. Et en fait, c'est ça. On nous sort des arguments les plus débiles. On sait même plus d'où ils les trouvent. Et c'est repris partout sans même avoir la moindre réflexion. Moi, je trouve ça juste lamentable, quoi. Enfin, Mais c'est voilà. vrai qu'en plus, la quantité de CO2 dans l'atmosphère est telle qu'elle provoque un effet de serre suffisant pour réchauffer assez l'atmosphère Oui. pour permettre la vie, parce que c'est vrai que sinon, il ferait beaucoup plus froid, en fait, hein, sur Terre. Oui. Alors, Euh, il y a la vapeur d'eau qui joue aussi, il y a d'autres aussi gaz, mais oui, en réalité, c'est pas la dose, comme je disais, qui fait l'efficacité hein, de cet effet de serre. C'est pas la quantité, pardon, qui fait l'efficacité de l'effet de serre. 0,4%, en fait, ça paraît ridicule, mais c'est très conséquent. Comme disait notre cher ami, là, 2 grammes d'alcool dans le sang, ça fait pas beaucoup de grammes par rapport à ton poids, mais ça a beaucoup d'effets sur ton corps humain. Donc, voilà. c'est vrai. Pour une petite touche d'humour dans ce désespoir climatique, c'est effectivement un bon exemple, je le reprendrai la prochaine fois. Euh, alors, quelque chose de complètement différent. Euh, attendez, je cherche, mais mince, j'avais préparé le lien et je ne le trouve plus. Euh, je vais le retrouver. Oh mince, je vais... Eh bien... Ah ben, je voulais qu'on parle en fait de... Parce que c'était un autre sujet, mais j'ai vu que vous faites des photos. Ouais, Et je suis pas de rage, oui. et que vous avez une exposition photo, et il y avait même des exemples. Donc je suis en train de rechercher en fait le tweet qui en parlait. Où vous montrez une Ouais. vidéo. Voilà, c'est celui-là. Sur un registre plus léger, hein, mais c'est vrai que donc vous chassez les orages. Ouais, je suis chasseur d'orage. Ouais. D'ailleurs, mon site c'est le trait d'union du 6 là, zaka.com. Et voilà, il y a des photos sur mon site. Oui, alors je fais une exposition actuellement dans l'office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup. Je suis chasseur d'orage et en fait, pour vous, ça peut vous paraître juste anodin, je fais des photos d'orage, mais en fait, c'est très en lien avec mon métier d'agroclimatologue. C'est un peu la partie terrain de mon métier. Ça montre qu'en fait, j'aime pas rester derrière les écrans à observer des images satellites et les orages. Moi, j'aime bien aller les voir sur le terrain, de comprendre les phénomènes climatiques. Et c'est en comprenant les phénomènes climatiques qu'on peut après conclure les impacts en réalité. Voilà. Bon, après, je vous conseille pas tous d'être chasseur d'orage, c'est assez dangereux. Voilà, vous trouverez plus de 300 photos sur mon site dans la région, en France essentiellement. Je ne chasse pas forcément dans les autres pays. Donc voilà, ça fait partie en fait voilà, de ma passion. J'essaye de transmettre cette passion aux plus jeunes, de transmettre cette beauté du climat, de regarder le ciel. Voilà. Je considère que c'est souvent en conférence que je fais, c'est par la beauté des images après que j'attire les gens pour rentrer après dans des éléments plus scientifiques. Sur mon Twitter, à l'origine, c'était des photos d'orage que je diffusais. J'ai attiré beaucoup de monde sur les photos d'orage, notamment parce que j'ai gagné un prix il y a 2 ans. Pardon. Et après, je peux leur apporter des informations scientifiques. Ils se disent waouh, le mec, il est capable d'aller sur le terrain pour voir les orages, c'est qu'il en est passionné et qu'il doit comprendre un petit peu ce qu'il fait, ce qu'il dit sur le changement climatique. Mais c'est surtout qu'il faut effectivement bien connaître la manière dont fonctionne quelque part l'orage pour être capable de capter les éclairs et tout en ne se prenant pas la foudre soi-même en fait. Et savoir comment il va se déplacer pour pouvoir le suivre, hein, c'est une vraie compétence quoi. C'est ça. En fait, je joue un peu de ma vie. En fait, mes compétences scientifiques, c'est-à-dire la prévision, l'analyse des cartes de foudre, l'analyse du ciel en direct, l'analyse des cartes de précipitation, et ma sensibilité aussi à ce qui se passe autour de moi, je joue un peu de ma vie avec.
Parce que si jamais je ne comprends rien à ce que j'étudie, mettons un climato-sceptique sur le terrain, il se fait foudroyer. Hein. Je peux vous dire, vu qu'il comprend rien au climat, il va forcément se faire foudroyer. Moi, le but, c'est que mes connaissances scientifiques me permettent de mieux comprendre ce qui se passe autour pour éviter de me faire foudroyer et faire des plus belles photos. Donc c'est un petit peu de l'application de connaissances sur le terrain. Puis ce qui est intéressant avec les orages, c'est qu'après, lorsque les orages sont passés, je peux voir directement les impacts sur l'agriculture, la grêle, les inondations. Ça me permet un petit peu d'être au courant du terrain et de comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de permis de chasse à l'orage pour être chasseur d'orage, c'est libre. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est quand je mets je suis chasseur sur Twitter, j'ai les bots des véganes, les bots véganes à 3 followers, un peu l'équivalent des climato-sceptiques, quoi, mais qui viennent me dire c'est pas bien de chasser, vous vous prenez pour qui, alors qu'en fait, c'est juste qu'ils repèrent le mot chasseur, et c'est assez marrant de les voir débarquer, genre en mode mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Ah, et on a Tal Blaise qui nous dit un coup de foudre pour ses photos. Pourquoi pas. Petit jeu de mots au passage. En tout cas, les photos ont l'air appréciées. Hein. Ouais. Bah, cette photo là qui est sur l'écran, elle a été élue plus belle photo météorologique du monde en 2021. Oh là là, et bravo. Je le dis comme ça, comme si de rien n'était. Mais... Bravo, non, mais c'est vrai que c'est... Mais ouais, elle est française, elle a été prise à Cannes, et surtout ce qui rend beau, c'est l'orage est isolé, il y a la lune qui l'éclaire, enfin c'est juste magnifique. Cette photo-là, j'étais vachement content de... On sent la lune de ce côté-là. Et le chapeau fait office de paratonnerre, ouais, on peut le dire. Bon, après le chapeau, quand il y a de l'orage, je le mets pas parce que avec le vent, s'il décolle au bord d'une falaise, je risque de pas le récupérer. Bon, en tout cas, c'est vraiment chouette. Et alors j'ai vu aussi sur... qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est le premier tweet qui est épinglé. Où vous racontez, on peut en parler de ça, oui, puisque c'est épinglé sur votre sur votre Twitter, c'est quand même que c'est important. Vous dites: je suis né pour la météo, en janvier 99 à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à noter le temps tous les jours, toutes les 30 minutes, jour et nuit. Je suis pas fou, enfin je crois. Et donc effectivement, voilà, ça c'est les relevés météo que vous avez commencé à faire tout petit, quoi. Voilà, par exemple, ça c'est le samedi 24 août 2002, donc il y a 21 ans, sachant que j'ai 34 ans, donc vous pouvez vous imaginer comme c'est vieux pour moi. Donc là, il y a mes relevés météo qui sont derrière. D'accord. Ah oui, okay, et là, c'est des relevés en fait que j'ai commencé à faire avant l'informatisation et avant Internet, que j'ai commencé à faire à la main. Et ouais, toutes les demi-heures, toute la journée, 24 heures sur 24. Donc c'est pour ça que je considère que je suis assez légitime de parler quand même de météo et de climato. Ça fait depuis que j'ai l'âge de 9 ans que je le fais. Donc quand je vais répondre à un climato-sceptique pour lui dire qu'il a tort avec des chiffres et des sources, je le fais en toute connaissance de cause, quoi. Je le fais pas juste pour m'amuser. Donc voilà. Et donc après, à vous de choisir. Après sur Twitter, est-ce que vous préférez mieux suivre un mec qui s'appelle Marcus ou qui a 3 thèses, qui va parler de tout et de rien à la fois et dire que le climat c'est n'importe quoi, ou un mec qui travaille sur ces données-là depuis qu'il a l'âge de 9 ans et qui l'analyse et qui source ces données chiffrées? À vous de choisir. Si vous avez des sensibilités pour être complotiste, suivez des complotistes, je ne vous l'interdis pas. Ou si vous avez une notion de vouloir devenir plus intelligent et de vouloir vous élever dans la science, suivez les vrais scientifiques à ce sujet. À vous de choisir, je vous laisse choisir. Alors c'est vrai que, alors on le reprécise par rapport à, il y a quelqu'un qui en parlait tout à l'heure, là on parle vraiment en plus des échanges sur les réseaux sociaux, donc c'est vrai que on a vu passer beaucoup de choses, beaucoup de climato-scepticisme et de choses fausses en fait sur les réseaux sociaux, et donc là en particulier c'est vrai qu'on fait un focus aujourd'hui sur voilà, des comptes intéressants à suivre. Vous en avez cité quelques-uns d'ailleurs tout à l'heure. Ouais. Il y a, je peux les reciter s'il le faut, il y a Gaëtan Ames, H-E-Y-M-E-S, qui est de Météo France. Il y a Valérie Masson-Delmotte, donc auteur du GIEC. Il y a Christophe Casson. Il y a le compte d'Infoclimat aussi. Il y en a plein d'autres, mais là, si j'ai pas la liste devant moi des pseudos, je les oublie. Mais voilà, il y a le mien aussi, bien sûr. Mais en gros, quand vous allez sur ces comptes-là, vous les rajoutez ceux-là, vous verrez
Par la suite, ça va vous proposer des vrais scientifiques par contact en commun, on va dire. Gaëtan M, qui n'a pas beaucoup de followers par rapport à ce qu'il écrit, mais qui est extrêmement pertinent et toujours très sourcé, toujours très calme. Beaucoup plus calme que moi, Gaëtan. Il a toujours été comme ça, je le connais très bien. Moi, je suis beaucoup plus dans la passion, dans l'excès. Voilà, waouh, c'est super, regardez-moi ces courbes. Lui, il est toujours très chiffré, très calme. Voilà. Il y en a, il y a Étienne Capilan, par exemple. Il y a extrême température en heure. En fait, tout ce que Gaëtan vient de retweeter, c'est les comptes à suivre. N'hésitez pas à le faire. C'est extrêmement important de suivre les bons comptes pour comprendre ce qu'il se passe. Alors, on va peut-être encore prendre 2-3 questions, puis après on va pas non plus abuser de notre invité toute la journée. Hein, mais alors, par exemple, là, on demande qu'est-ce que tu penses du site Météo Ciel. Alors moi, je ne connais pas. Alors, Météo Ciel, c'est un site qui est extrêmement intéressant. À la base, c'était le même groupe, on était sur Infoclimat, puis après, un groupe a décidé de fonder un autre site. Et c'est extrêmement intéressant Météo Ciel pour la prévision météorologique. Alors je regarde beaucoup moins pour l'observation parce que les cartes sont pas forcément aussi belles que sur Infoclimat. Puis j'ai l'habitude d'avoir les mêmes couleurs qu'Infoclimat pour me repérer. Sur Météo Ciel, la prévision est extrêmement développée. Il y a de la multimodélisation, il y a des multimodèles, des multiscénarios. Il y a plein de modèles. C'est plus dans la partie basse de l'écran qu'il y aura toute la liste des modèles. Et c'est extrêmement intéressant pour comprendre la prévision météorologique. Infoclimat, c'est plus pour l'observation. Donc voilà, là par exemple, si tu cliques sur un modèle météo, tu auras toute la prévision de ce modèle météo jusque dans 1 à 2 semaines suivant les modèles météo. Donc c'est très important. Mais c'est plus et plus technique aussi sur la prévision météo. La plupart des personnes l'utilisent, Météo Ciel, en tout cas les agriculteurs, pour taper le nom de leur ville dans la prévision automatisée, et après ils vont regarder la prévision automatisée, ils vont pas l'analyser. Voilà, ils vont pas analyser les cartes, ce qui est un peu dommage. D'accord, donc ici par exemple, là, on tape, je sais pas, donnez-moi un nom là dans le chat, un nom de ville. Montpellier, vas-y. Montpellier. Ouais. Il y a un T à Montpellier ou non, c'est... Si. Oui, tu sais pas écrire Montpellier, alors M-O-N-T et Pellier. Non, je sais pas s'il y avait un T après le N. Ouais. Alors là, c'est par exemple la prévision automatisée de Montpellier, donc il n'y a pas d'expertise humaine derrière. D'ailleurs, il y a de la pluie qui est prévue. Il y a un orage qui est prévu quand je suis pas là, c'est génial. C'est la nuit, ça tombe pendant la nuit, alors c'est encore plus énervé. Ouais, donc il y a ces prévisions automatiques qui sont pas forcément les plus fiables en réalité. C'est ce que regarde en général le plan grand public. Après, pour avoir les prévisions les plus fiables, il faut regarder les cartes. C'est vraiment pour les personnes qui veulent faire un concert, les personnes qui veulent faire une récolte, les agriculteurs, les assureurs. Voilà, faut garder vraiment en détail après les modèles qu'il y a dans la liste qui est à gauche. Ok, donc là, les modèles MyFin. Ouais, par exemple, Arome est un modèle MyFin, c'est le modèle que j'utilise le plus pour les orages. Tu dois l'avoir à Rome quelque part, voilà. Ouais. Et donc là, si tu descends sur la carte, tu as les prévisions de pluie qui sont... Bon, il n'y a pas de pluie, mais si tu fais mes préchargés animés, donc c'est là où il y a les petites vignettes violettes, qui sont les heures de prévision. Ouais. On appelle ça les échéances. Au-dessus, tu as préchargé animé. De toutes les vignettes violettes, la liste des vignettes violettes, et voilà, voilà, là c'est la prévision de la pluie dans les heures à venir. Bon, okay. Il va pas pleuvoir en France du coup. Et qu'on peut d'ailleurs, oui, effectivement, ça passe au-dessus. Ouais, ça passe au-dessus. On a un anticyclone sur nous. Donc voilà, ça c'est vachement intéressant. Il y a peut-être un risque de pluie, par exemple, demain ou dans les prochaines heures en Bretagne, qui sera couplé à la cendre qu'il y a dans la haute atmosphère. Du coup, ce sera de la pluie sale. Donc les voitures vont être pas mal sales. Oui, la cendre qui nous arrive des incendies du Canada. Ouais, c'est ça. Elle nous passe au-dessus d'ailleurs. Là, moi, je la vois. Le ciel est très laiteux. Il n'est pas bleu, bleu, bleu. Il est très laiteux. Et c'est surtout au Portugal et en Espagne qu'on observe le cœur de ce noyau, de ce nuage. Ok, alors une autre question, il y a Morwena22 qui demande, question technique, j'aimerais savoir comment me rendre compte de l'évolution de la sécheresse des sols sur la planète, parce que j'ai l'impression que le Sahara a avancé et je ne trouve pas cette fonction dans Google Earth.
J'aimerais avoir des cartes Alors d'archives. là, je pourrais pas vous dire sur le. Je crois que dans Google Earth, on peut regarder les archives d'images satellites, mais c'est dans le Google Earth, le logiciel qu'on télécharge sur l'ordinateur. Ah oui, On peut la regarder version les locale. archives d'images satellites et il faut repérer vraiment la frontière euh, entre le désert et la plaine, quoi, on va dire, pour voir si ça avance. Après, en live, l'indice hydrique des sols, on peut l'avoir sur le site de Windy. Windy, c'est W-I-N-D-Y, et ça risque d'être compliqué d'arriver sur l'indice hydrique des sols, de se guider, mais il y a un endroit où il y a l'indice hydrique des sols pour le voir en direct. Le géoportail, ça concerne uniquement la France, il me semble. Mais voilà, il faut regarder les archives d'images satellites africaines en 2000. Enfin, les archives d'images africaines sur Google Earth. Et là, sur Windy, il faut que tu tapes plus de cartes. Plus Ouais, de cartes, c'est dans le menu à droite. ouais. Et dedans, tu as sécheresse ou indice hydrique des sols, ou tu l'as. Ah non, là t'es dans. Non, t'es pas dans plus de cartes, là. Retourne en arrière enfin, c'est dans le menu, ta qualité de l'air, ta nuage, ta température, et en droit, t'as plus de cartes. C'est Ah dans le oui, menu à là, droite. pardon. Ouais. Ok. Voilà, donc plus de cartes, et tu peux regarder, t'as indice hydrique des sols, ou sécheresse, ou je sais pas quoi. Ah oui, il y a beaucoup, effectivement, de cartes, quoi. Humidité du sol, non? Ouais, c'est ça. Ok. T'as humidité du sol, et t'as anomalie d'humidité. Là, c'est l'humidité du sol, donc c'est le pourcentage d'eau utile à la plante qui reste dans le sol. Donc on voit qu'il est très bas sur la partie Bretagne et nord-est de la France, et encore espagnole. Et après, tu as anomalie d'humidité ou intensité de sécheresse. Donc c'est juste deux trucs en dessous. Voilà, là c'est l'anomalie, et l'intensité de sécheresse, ça te donner les couleurs. Où tu vois du coup la sécheresse. Ça, c'est la sécheresse qu'il y a actuellement sur le monde. Tu peux dézoomer, tu l'as sur le globe. D'accord. Ah oui, oui, c'est windy.com. Voilà. Voilà, donc on a les résidus de la sécheresse qu'on a eu, la sécheresse éclair. Là, il y a de l'eau qui est revenue. Mais on a toujours quelques résidus. Donc bon, on est sur une année agricole qui sera quand même largement meilleure que celle de l'an dernier. On peut pas le nier. Bon, il faudra attendre ce qui se passe en juillet-août, bien sûr, hein, mais en tout cas pour les cultures qu'on va récolter au début de l'été, là, on est sur une meilleure année. Et en Espagne, non, on n'est pas sur les records de sécheresse, mais l'indice hydrique des sols est quand même très bas. Donc on n'est pas en rouge sur la carte ici, mais sur la carte d'indice hydrique des sols, on est bas. C'est toujours mieux que ce qu'on a eu en début d'année. Là, il y a alors Iceman de Genève qui revient sur les photos et qui demande en fait, pour faire une belle photo comme vous avez faite, quelle est la distance que vous avez pris et le matériel. Donc là, c'est plus sur la photo d'orage. Alors, le matériel que j'avais, c'est un 7D à l'époque de Canon. Donc, en général, c'est un appareil réflexe. C'est un appareil qui peut faire des photos qui durent plusieurs secondes. N'importe quel appareil qui fait des photos qui durent plusieurs secondes peut être utilisé pour la chasse à l'orage, même un téléphone. Et après, donc c'est un temps de pause que j'avais mis là pour la plus belle de 15 secondes. Donc une photo qui dure 15 secondes. Donc, s'il tombe un éclair pendant ces 15 secondes, il est imprimé dans la photo. Donc 15 secondes, et voilà. Je sais pas qu'est-ce que je peux D'accord. dire plus. Et la distance, tu parlais de la distance en fait, à quelle distance de Là, l'éclair j'étais à, me semble, 3 km, 4 km. Mais c'est assez proche en fait, mais l'orage était assez grand, on voyait bien. C'est juste que vu que je suis en très grand angle, donc j'ai un objectif très grand angle, bah du coup il paraît bien centré au centre de la photo, mais en fait il fallait lever les yeux au ciel pour voir l'intégralité de l'orage. Il était peut-être à 4-5 km là de ma position, ce qui est assez proche en réalité. Voilà, là on le voit petit quoi, mais ça faisait du bruit quand les éclairs tombaient. Alors il n'y a pas de déclencheur, je vois la photo, il n'y a pas de capteur de luminosité la nuit. La nuit, on fait des photos au hasard. Et donc là, la plupart, 90% sont noirs, mais il y a 10% où il y a quelques éclairs. Voilà, donc il n'y a pas de déclencheur dès qu'il y a un éclair. En fait, c'est vraiment au hasard. Il faut juste avoir un trépied et pas bouger l'appareil photo. La journée, par contre, on peut utiliser un déclencheur.
pour un capteur de variation de luminosité pour déclencher l'appareil, parce qu'on peut pas faire des pauses longues qui durent plusieurs secondes, vu qu'il fait trop lumineux. La photo sera toute blanche. Ok, et alors là, quelqu'un qui demande, mais je sais pas, est-ce vrai que les prévisions de la météo agricole tombent plus justes que Météo France? Alors là, je sais pas du tout, parce que je consulte pas Météo France ni la météo agricole, vu que je fais mes prévisions moi-même. C'est pratique, hein, quand j'ai un barbecue, moi je regarde pas l'appli, je vais sur mes trucs, je regarde mes prévisions. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je pourrais pas te dire. Là, en général, quand je sais pas, je le dis. Là, je sais pas. Et vous n'avez pas votre propre service de prévision météo que vous mettez à Ah disposition? non, j'ai pas. Ah, pour les agriculteurs, je peux donner des conseils sur le gel, la grêle, etc. Mais ça demande beaucoup de temps des services météorologiques. Et je fais beaucoup de conférences, beaucoup de déplacements. Je suis pas toujours devant mon PC, donc je peux pas avoir un service personnalisé comme ça de prévision météo, sauf chez quelques amis arboriculteurs qui s'inquiètent, parfois ils m'envoient des SMS, quoi, mais j'ai pas encore le temps de développer tout ça. Ok, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné, là j'en vois encore un, qui dit c'est fou à quel point le changement climatique est palpable, rien qu'en Normandie, la météo n'a rien à voir avec quand j'étais enfant, je me souviens de régulières périodes de 15 jours sans soleil avec une pluie fine presque constante, ça n'existe plus. Et il y a beaucoup de gens qui effectivement au cours du... Je lisais au cours du stream, qui témoignaient comme ça de changements à leur échelle, quoi. Ouais. Ouais. Et bah c'est le principe du changement climatique, c'est qu'il est sur un temps court. Et qu'on peut l'observer sur une génération, sur 2 générations. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on n'a jamais vu observer dans toutes les analyses paléoclimatiques, on va dire, on n'a jamais observé une variation aussi rapide des données climatiques. Ok, est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et qui vous tiendrait à cœur? Euh, Quelque chose, un message à faire passer, quelque chose qu'on n'aurait pas dit? Dans le chat. Il y a des personnes qui viennent juste d'arriver. Oui, Bonjour. alors là, vous le verrez en replay, hein, parce qu'effectivement, là, ça fait. Ça doit faire 2 heures, en fait, qu'on qu'on discute. Ça fait 2 heures, là, il est bientôt midi. Donc, Il y a le ventre qui appelle à manger, là. voilà, je pense qu'effectivement, vous allez pouvoir le voir en replay. Ouais, je sais que c'est un horaire inhabituel, hein, j'ai des gens qui débarquent en disant il y a un stream de Defecator un matin. Oui, en fait, on a eu un peu de mal à trouver un créneau sur lequel on pourrait être dispo tous les deux, et donc c'est tombé un matin, mais c'est pas grave, vous allez avoir des replays. Et puis moi, je vais peut-être réutiliser des petits bouts de ce qu'on a vu ce matin dans une vidéo YouTube, on va voir en fait, hein, consacrée au sujet. Defecator se prend pour Nota Bene. Oh là, j'ai pas cette prétention. En tout cas, merci beaucoup Serge pour toutes ces infos et puis cette bonne humeur. Voilà. Avec plaisir, ça m'a fait plaisir et j'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont appris aussi à aller vérifier les sources, ont mis quelques sites en favoris, ont rajouté des personnes sur les réseaux sociaux, des personnes fiables, parce que je pense que notre prochain combat dans le 21e siècle, c'est vraiment la lutte contre la désinformation. Il ne faut pas que la désinformation règne, parce que ça peut nous amener à des situations catastrophiques, comme par exemple l'élection de Donald Trump, et avoir des conséquences sur la vie de tous les jours, quoi. Tout à fait. Et je pense qu'effectivement, on a donné des refs de quelques sites en cours de stream. Lorsque j'y ai pensé, surtout, j'ai balancé les liens dans le chat. Donc vous allez pouvoir retrouver tout ça. Et bien en tout cas, c'était bien cool. Donc on peut vous suivre. Ah oui, si, il faut qu'on remonte. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Avec @Serge Zaka tout simplement. C'est ça. C'est ça, sur LinkedIn, sur Twitter. Je suis très présent et n'hésitez pas à me suivre. Ça... Au moins, vous êtes sûr d'avoir un minimum d'informations fiables, quoi.
Ok, eh bien merci beaucoup. Alors nous, on se retrouve sur bien sûr, nous le jeudi soir, on va faire du rétro gaming, ça n'aura rien à voir, jeudi soir à 21h. Et puis on se retrouve sinon le lundi soir pour des streams de DFEC. Et de temps en temps, voilà, il y aura peut-être des streams en journée comme ça, lorsqu'on a un invité intéressant et qu'on réussit à avoir un petit credo, c'est très important. Euh, je vais essayer de lancer un... Alors, je vois, ma commande n'a pas abouti. Je vais lancer un raid sur une autre chaîne. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde de connecté à cette heure-ci. Ah oui, voilà, si on me dit vous avez déjà un raid en cours. D'accord, bah je... Ok. Euh... Voilà, on va aller chez Abeille 23. Abeille 23, le midi comme ça, il appelle des scammers, des gens qui font du scam, pour les perturber dans leurs petites affaires. Donc vous allez pouvoir voir ce qu'il fait comme ça. Ah, j'ai quelqu'un qui dit non, pas Abeille. Mais écoutez, vous vous ferez une idée comme ça, allez voir ce qu'il fait. Ah, vous voyez, il y a quelqu'un qui dit j'allais le suggérer. Donc voilà, écoutez, faites-vous une idée. Il y a des pour, il y a des contre, comme ça, vous allez voir ce qu'il fait. Il appelle des gens qui font du scam, qui arnaquent les gens et puis les arnaquent lui-même au téléphone. C'est un petit peu dans l'esprit de ce que fait Sandoz, par exemple, si vous connaissez Sandoz. Donc, merci à toutes et tous d'être venus, merci au modérateur d'avoir modéré, bien sûr, merci à notre invité. Je lance le raid, que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Et chaud.